Vous écoutez La Nuit Américaine. Votre podcast sur le cinéma. Bonjour les amis, enfin vous êtes là, un peu en retard, je dois le dire. Nous vous attendions pour débuter les festivités. Bienvenue à la table de la nuit américaine et pas n'importe quelle table. Vous êtes à la table des mariés. Ce soir nous célébrons le mariage de l'esthétisme et de la tristesse en traitant du film de Lars von Trier Melancholia, sorti en 2011 avec dans les rôles principaux Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg et Kiefer Sutherland. En deuxième partie d'émission, nous rendrons hommage à l'immense carrière de Jean-Paul Belmondo et nous parlerons aussi de Démonique, dernier film du réalisateur canadien Neil Blomkamp, disponible en VOD. Et surtout, ne partez pas sans votre part de dessert, les fabuleux coups de cœur de toute l'équipe. Alors pour vous servir ce soir, je vous présente l'équipe à qui vous pourrez tout demander, petit four, un verre de champagne supplémentaire ou toute autre demande incongrue. Et en commençant par la voix qui adoucit nos cœurs, Éléonore, bonjour. Quoi Salut. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Oui, d'accord. Éléonore, tu as en face de toi celui qui portera les plateaux sans trembler. Loris, bonjour. Ouais, moi je porte tout ce que tu veux, bonjour. Et je termine bien évidemment par le wedding planner, celui qui gérera cette cérémonie d'une main de maître, Mathieu, bonjour. Mathieu. Bonjour à tous. Voilà. Clair, c'est net. ce qu'il faut. Hein. Mais avant de faire un premier tour de table, l'heure est venue de poser la question qui animera nos débats et pas nos ébats, hein, dans les bunkers. Pas dedans, hein. Ouais, oui. L'esthétisation de la fin du monde rend-elle son funeste dénouement plus supportable ? Alors, qu'avez-vous pensé de cette expérience d'annihilation, Éléonore ? Eh ben moi j'ai trouvé que c'était le film le plus doux, le moins violent et le moins morbide de Lars von Trier. C'est vrai. Ok. Ben en fait j'ai adoré le côté romantique, le côté visuel romantique inspiré donc du romantisme du 19e siècle. Je suis fatiguée. Mais c'est un très beau film, t'as raison. Ouais. Et tout ce qui va avec, hein, la musique, Richard Wagner, qui apporte de la puissance, le côté grandiose, et voilà, ça m'a transporté. J'ai beaucoup aimé le côté lyrique. Il y a beaucoup d'émotions dans ce film. Loris ? Alors, moi c'était j'ai les Lars von Trier habituellement je suis pas fan, mais quand j'avais vu ce film en fait c'était une petite claque parce que déjà j'aime beaucoup le thème fin du monde, c'est un truc moi j'aime bien les films qui traitent de ça et de voir comment ils les traitent de manière différente. Et là c'est clairement une peinture très différente de la fin du monde puisque j'avais jamais vu ça. Comment tu encaisses en fait une telle nouvelle de plein fouet si tu veux, une planète qui arrive pour détruire la planète Terre, comment est-ce que tu vis, comment tu vis tes derniers instants, etc. Et j'ai trouvé ce film déjà très beau esthétiquement, et ensuite le jeu d'acteur de Kirsten Dunst, pour moi c'est son meilleur film en fait. Après j'ai peut-être pas tout vu d'elle, mais en tout cas moi j'ai été bluffé par sa performance. Elle a eu un prix d'interprétation à Cannes, c'est ça ? À Cannes, ouais. À Cannes, et en fait, c'est cette atmosphère en vase clos, tu vois. Comment tu affrontes la fin du monde dans l'intimité, la plus grande intimité possible, en fait, avec tes proches, etc. Et comment, on va en parler, mais son rapport à elle, à sa dépression, et comment les autres autour d'elle vivent cette fin du monde, et elle est complètement détachée à cause de ça. Enfin bref, c'est des choses qui, moi, m'ont marqué. Et voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment un super film. Après, il y a des petites incohérences, on en parlera aussi, mais ouais, j'ai adoré. D'accord, Mathieu ? J'aime beaucoup ce film et je m'étendrai sur le sujet plus tard parce qu'il y a quelque chose d'autre maintenant qui m'anime et qui m'intéresse plus que tout. Donc déjà, je voulais faire un petit aparté sur ton introduction. Enfin, c'est de mieux en mieux. Mais c'est incroyable. Moi, chaque nouvelle intro surpasse la précédente. Je fais de mon mieux avec la plume, quoi. Mais alors, ta plume, mais alors, je ne sais pas quel est l'encrier de ta plume, mais en tout cas, c'est sous le sceau de Flaubert que c'est marqué. Enfin, c'est incroyable. Ce que je voulais en fait te demander, Mike, mon petit chéri,
Ah, tu te doutes que j'allais te poser la question parce que je voulais déjà en parler il y a 2 semaines, mais on t'avait donné des devoirs. Exact. Parce qu'une des dernières émissions que nous avons faites, nous avons traité de Jean-Claude Van Damme. Autour de cette table, nous sommes tous fans de Jean-Claude Van Damme. Oui. Il n'y a pas de demi-mesure, hein, on est fans à bloc. Et toi, tu n'avais jamais vu de film de Jean-Claude. Oui, j'avais vu des interviews, j'avais vu ses grands écarts, mais c'est tout ce que j'avais vu de lui. Oui, voilà, c'est ça, tout ce qui est très superficiel. Voilà. Mais l'œuvre de l'homme, de l'artiste, Ouais. tu n'avais jamais appréhendé. Jamais. Et donc du coup, J'ai est-ce que tu as vu des films de Jean-Claude? Alors, j'ai vu des films de Jean-Claude Van Damme. J'en ai vu qu'un. Ok, Déjà bien. J'en ai vu qu'un. Et j'allais voir un deuxième quand à ma porte quelqu'un a frappé. Mince. C'était Mathieu. Bah, Il a interrompu Flûte. mon visionnage de Time Cop ah. que je vais reprendre du coup. Mais donc Mais t'as vu je quoi, l'aurais alors vu. J'ai vu The Replicant. Alors. Comment vous dire franchement, pour moi, là, en tant que novice dans le domaine JCVD, aucun intérêt. Au moins, il est transparent, c'est bien. Non, aucun intérêt. Même dans l'interprétation, je trouve ça... si, alors oui, monsieur fait des cascades, monsieur fait des... pas des cascades, il fait des roulés-boulés, des grands écarts, des culbutes des entrechats, mais des pointes, hop, mais c'est tout ce qu'il fait. Parce que le film est nul. Enfin, franchement, en plus, lui avec des cheveux longs, avec un blouson en cuir. Enfin, l'histoire était nulle. Inventer un double génétique pour arrêter un meurtrier, bon, ok. Il y a pas d'intérêt. Voilà. Ouais. Mais je l'ai vu. Mais tu vois, j'ai commencé Time Cop et ça me parlait plus. Ah oui, tu verras, tu vas te régaler. Ah bah là, Time Cop. Alors, il est déçu. je suis en train de rédiger ma lettre de démission. non, mon bulletin scolaire là. Tu me fais un mot parce que j'ai pas fait mes devoirs complètement. Qu'est-ce qu'il devrait regarder Non, mais après, ok. Non, mais à l'aune des films de Jean-Claude Van Damme sortis dans les années 90, moi je trouve que c'est un des bons Jean-Claude Van Damme. Très honnêtement. Mais après, il faut les prendre pour ce que c'est. C'est-à-dire que quand tu les mets le haut du panier. Non, mais quand tu les prends, quand tu les compares aux autres films de Jean-Claude, oui. Effectivement, si tu veux les comparer à Mélancolia, ce qui est complètement absurde, parce qu'il y a aucun intérêt, Bah oui. tu te dis, oui, mise en scène, c'est nul, l'interprétation, c'est nul. Mais non, Répliquant, voilà, moi, je suis plus friand des films des années 80 qu'a fait Jean-Claude, mais Répliquant, c'est quand même cool, Time Cop, c'est cool, quoi, dans les années 90. Moi, j'aime bien. Mais tu sais ce qu'on va faire? On va les regarder ensemble. Eh ben voilà, on va se tenir la main, on va boire des petites binouses, on va se faire. J'ai l'impression de me répéter, j'ai pas raconté ça il y a quelques semaines. Ce qui est surtout drôle, c'est qu'on va devoir faire le pont entre Jean-Claude Van Damme et Mélancolia. Ouais, j'avoue. Mais les deux sont animés par la passion du cinéma. C'est pas mal. Phrase valise, tu peux charrier tout ce que tu veux comme interprétation quand tu dis ça. Donc ok, on regardera ça ensemble et maintenant on attend ton point de vue sur Mélancolia. Ce sera très succinct. J'aime beaucoup ce film. Tu sais, en fin d'année, c'est quand tu fais tes tops, tu as de l'année, ou même là, il y a eu les tops de la décennie. Oui. Moi, dans la décennie passée, les années 2010, c'est simple. Il y avait, je l'avais toujours dit, Mad Max Fury Road en premier. En 2, il y a Léo Carax qui nous fait Holly Motors, et en 3, il y a Mélancolia de Lars von Trier. Ouais, quand même. Ouais. Ah bah oui, Ok. c'est donc marque quand même d'un grand film. Ouais. Sauf que, alors là, je vais vous faire un petit aveu. Je suis incapable de vous expliquer pourquoi j'aime ce film. Ah, Mais oui. non, mais ça va être c'est pour non, ça mais que c'est un exercice très compliqué. Mais j'adore ce film. Il me parle vraiment parce que j'ai tout le récit est dans le titre, Mélancolia. Moi, j'ai tendance beaucoup à flirter avec la déprime, et c'est un film qui me parle beaucoup. Donc, tu vois, ce rapport à la neurasthénie qui me touche beaucoup. Non, mais Julien, faut me faire un bisou. Mais non, c'est pour ça que c'est un film qui me parle énormément, mais pour lequel j'ai très peu d'explications. Donc c'est pour ça que j'ai hâte de vous entendre en fait. Bah pour le coup, Moi, je vais juste donner mon avis sur Mélancolia. Désolé. Non, je préfère quand tu donnes ton avis sur Jean-Claude. Moi, j'ai trouvé, franchement, c'était une tannée pour moi de regarder ce film-là. Ah ouais, franchement, c'est une gerboulade esthétique.
Ouais, c'est de la masturbation intellectuelle, tout ce que j'aime pas dans le cinoche. Parce que alors peut-être que je regarde pas avec le bon œil. Hein, Je me sens mal. Y a-t-il un docteur? Non, mais c'est peut-être. Mais je sais que. Après Jean-Claude je- Van Damme, c'est intelligent. merde. Je sais que c'est parce que je regarde avec un œil de spectateur qui n'a pas forcément la référence des films de Lars von Trier ou. Même, Il ouais, n'y a pas Ou besoin d'avoir de référence pour sentir l'émotion, ok? L'émotion, c'est donné à tout le monde, à tous ceux qui ont du cœur. Franchement. Bah, tu vas c'était- re-regarder c'était et tu vas compliqué. aimer. Franchement, c'était compliqué. que t'as pas Il me aimé restait que 5 minutes. Mais en fait. rien. C'est tout. ouais, Enfin. rien et tout. Il y a des scènes inutiles qui c'est de la masturbation. Genre où elle est. Alors il faudra m'expliquer si elle est utile cette scène-là, mais où comment elle s'appelle, Justine Justine. La blonde, ouais. est allongée nue au bord de l'eau. Mais oui, mais Il si. y a aucun intérêt. Ça rapporte rien au propos du film. Rien du tout. Bah, pour moi, En plus- c'est. Bah non, excuse-moi. Vas-y, Non, continue. non, mais c'est. Enfin voilà. Peut-être que je vais le regarder après vous avoir écouté votre avis avec un œil plus aguerri. Mais ouais, je n'ai pas été fan et c'était vraiment. En plus, il est assez long, non? Il dure 2 bonnes heures. Ouais, c'était compliqué. Oui, mais on a le sentiment de voir un court-métrage, tellement c'est Et la scène, enfin, je suis désolé, je reviens dessus, mais la scène d'intro. Ah oui. Ça, Alors c'est- oui, je sais qu'il y en a qui ont aimé autour de cette table, mais oh là, longue. Tu commences par ça, tu te dis putain, mais où je vais là? En fait, Enfin, la scène d'intro, c'est un résumé du film, quoi. ouais, mais franchement, Elle est c'était très- trop très- long. très- C'était. Ouais, non. Déjà, à la fin de la scène d'intro, j'avais plus envie de regarder le film déjà. Hmm. Il m'avait massacré déjà mon enthousiasme. Je peux Moi, comprendre. moi, je l'ai trouvé fabuleux, moi, le prologue. Je l'ai trouvé trop beau. Ah bah oui, non mais bon, c'est Eleanor, sûr. je t'en prie, monopolise la parole. Non, mais Vas-y. quand tu la vois avec ses mains levées vers le ciel et qu'il y a de l'électricité qui sort, t'as l'impression Oui, que c'est. super. Non, mais ça te met dans une ambiance. C'est. J'ai l'impression c'est d'être au fort, musée quand de même. l'électricité à Mulhouse, tu sais, où t'as la sphère, tu sais, où t'as les... T'as cette, dans la cage de Faraday. tu vois, t'as cette pluie d'oiseaux morts qui te tombe dessus. Oui, mais Enfin, c'est filmé. mais de après manière ralentie. c'est de l'art, beau. et c'est Non, de mais l'art et t'as une ça te provoque ou pas de l'émotion Oui, là, oui. et là ça m'a rien provoqué quoi. Hmm. Et tu penses C'est quoi les tableaux. de l'esthétique du film? Tu l'as trouvé beau à un moment ou je veux dire, est-ce que tu t'es senti, comment dire, aussi oppressé, tu vois, par la fin du monde qui arrive? Est-ce que t'as jamais À aucun moment. aucun moment? Non, en plus j'ai trouvé ils vivent tous dans un faux semblant en fait. Ils savent tous qu'ils vont crever. Et Alors oui. si, non. parce que enfin que la fin du monde risque d'arriver par la collision de 2 planètes, Mélancolia et la Terre. Et ils vivent et ils fêtent un mariage. Voilà, ils sont là, ils boivent des coups, ils fêtent, mais ils vont peut-être mourir dans 15 À jours. ce moment-là, ils sont un petit peu dans l'ignorance. Ouais, mais À ils part, vont peut-être. non, Ouais, si, ils vont, si. enfin, tous dans l'ignorance. tous. Ah ouais. Oh, Bah, bah, si c'est tu peut-être veux. pas la lecture que j'ai eue, mais en tout cas, Et ils sont seulement tous dans un. John qui lui représente un peu le côté scientifique, qui lui suit un peu la trajectoire de Mélancolia et qui se renseigne un peu scientifiquement entre guillemets sur qu'est-ce qui va se passer. Oui, mais C'est lui qui- lui sait, mais il rassure les autres en Lui, c'est disant le pilier. que. Lui, c'est le pilier qui rassure tout le monde et qui est un peu la. Mais c'est la figure rationnelle. C'est la en figure fait. rationnelle. Oui, c'est ouais. ça. Non, il faut bien prendre en compte que Mélancolia, c'est une métaphore de la mélancolie, de ce qui, voilà, c'est cette chape de plomb qu'on a tous au-dessus de notre tête, cette épée de Damoclès qu'on a tous, qui inévitablement un jour nous tombera dessus, c'est la mort. Oui. Et en fait, la mort, c'est l'achèvement du tragique. C'est-à-dire que le tragique, en fait, c'est quand toi-même, tu veux combattre l'altérité, celle qui t'oppresse. Mais à partir du moment où elle survient, bon, j'anticipe un petit peu sur la Oui. fin du film, mais en fait, il faut la comprendre comme ça. Tu vois, c'est que c'est une métaphore. Toi, Mike, quand tu vois le film, c'est pas un reproche, hein. Donc t'as pas perçu, tu vois, t'as pas eu cette sensibilité-là. Et pourtant, moi qui te connais quand même depuis quelques années, franchement, je pensais qu'il y aurait une résonance aussi chez toi, tu vois, ce vague à l'âme, tu vois, Ouais. que Cette suscite nostalgie Oui, c'est ça. ce vague à l'âme, ce rapport à la vie, à la mort, tu vois, au monde qui nous entoure. Parce que bon, voilà, je vous explique grosso modo comment ça fonctionne quand on choisit les films. C'est un film qu'on avait choisi en début d'année. Moi, je voulais absolument qu'on traite d'un film de Lars von Trier. J'avais pas pensé forcément à celui-ci. Je voulais un film un peu plus brutal qui est Antichrist. Et après, je me suis dit, c'est vrai que Mélancolia, j'aime beaucoup, et je pensais que ça nous parlerait plus, et je pensais justement à toi. Donc c'est pour ça que j'étais surpris que toi, que quand tu m'as dit tout à l'heure, tu m'as dit, non mais c'était une purge pour moi. Non, Merde. non, c'est sûr.
Enfin, je veux dire, il y a énormément d'émotions qui traversent le film, et surtout, grâce à la performance de Kirsten Dunst, qui d'ailleurs, quand elle tourne le film, elle sort d'une dépression. À la vache, ça aide pas là. Oui, donc bon, la rémission est compliquée. Voilà, mais et puis Lars von Trier est aussi passé par là, du coup. Il en sortira probablement jamais. Voilà, donc il sait comment filmer ces choses et il sait comment les mettre en image. Et en fait, quand tu la vois jouer, c'est assez incroyable parce qu'elle passe par toutes ces émotions et en fait, tu la vois. C'est ça qui est fou, c'est que donc elle est vraiment. Donc le film commence sur le mariage où là, elle essaye d'être épanouie, elle fait semblant forcément, puisque quand tu es dépressif, tu fais souvent semblant. Et en fait, au fur et à mesure qu'on apprend que finalement Mélancolia arrive et va détruire la Terre, elle commence à se révéler et à s'affirmer et à en fait devenir de plus en plus vivante entre guillemets, puisque c'est connu que les gens en fait qui sont très dépressifs ou très mélancoliques gèrent de manière très différente les mauvaises nouvelles. Souvent, quand tu es très dépressif, les mauvaises nouvelles, tu les approches de bonne manière en fait. Ouais, et là, le switch qu'il y a eu, c'est les discours des parents, de la mère, non? Parce que avant ça, elle était heureuse de se marier, mais elle avait. Mais faut reprendre juste le début. Je parle pas de l'intro que tu disais qui était trop figurative, qui était trop dans une espèce de esbrouf visuel. Que moi, je partage l'avis d'Eleonore, je crois que c'est un peu pareil. Moi, j'étais happé par ça. Je trouve ça magnifique. Mais en fait, après cette intro-là, ça commence. Tout de même, le film commence par avec de l'humour. Ouais, c'est léger, c'est léger. Avec cette limousine qui peut pas passer à travers cette. Elle est heureuse d'aller se marier. Mais c'est ça. Et puis tout est prétexte à la blague. On se retrouve dans une situation qui est quand même burlesque. Tu vois comment ça change? Enfin, moi, plus le switch approche et plus le switch, qu'elle était contente de se marier, qu'elle faisait et comment elle tombe directement dans cette dépression quasiment d'une minute à l'autre. C'est la dépression, c'est comme ça. Enfin, je veux dire. C'est un peu bipolaire. Oui, bon, on a, oui. Surtout, enfin, les mots peut-être ont leur importance, mais et même si je ne maîtrise pas le sujet, là pour le coup, on parle véritablement de mélancolie et pas encore de dépression. Et du coup, c'est le rapport. En off, tu nous parlais, Eleonore, c'est de la romantique et surtout du romantisme allemand. C'est vraiment ça, tu vois. C'est le traitement de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est du vague à l'âme. On n'est pas encore ancré dans la dépression, mais c'est la contemplation de la nature aussi. Voilà, c'est ça. Il y a un rapport un petit peu dissocié avec le monde qui nous entoure. Tu vois. Le monde est une abstraction qu'on ne maîtrise plus, dans laquelle on ne s'inscrit plus. Et son mariage, en fait, j'ai l'impression que ça cristallise d'un coup toutes ses peurs, toutes ses anxiétés. Elle se rend compte qu'elle va devoir s'engager avec ce gars, et puis c'est un peu le moment, tu vois, le pinacle. Elle a l'obligation d'être heureuse à ce moment-là. Exactement. Et elle l'est pas. Et là où elle se rend compte qu'en fait, mais non, c'est pas moi, je dois tout lâcher. Du coup, elle se marie pas, et puis elle quitte son travail. D'ailleurs, qui est joué le boss qui est joué par Sajgard, qui a une grosse pourriture, qui essaye justement d'avoir un slogan parce qu'elle est. C'est son beau-père, hein. C'est son patron. Oui, mais c'est le beau-père, c'est le père du marié. Dans la vraie vie. Dans la vraie vie. Dans la vraie vie, c'est son père. Alors en fait, les acteurs Sajgard. Non, dans l'histoire, je crois que le patron publicitaire, tu vois. C'est le père du marié de Justine. Je suis pas sûr de ça. On va vérifier ça. C'est ce que j'avais aussi compris. Moi, je peux me tromper. Et c'est peut-être parce que vous avez peut-être raison. J'ai peut-être fait l'association parce que c'est son père dans la vraie vie. Et j'ai cru que c'était aussi c'est possible. Et en tout cas, on le voit aucune fois dans le film en parler ou quoi. Enfin bref. Peu importe. Mais en tout cas, dans les crédits, a priori, c'est pas vraiment dit. On peut pas le vérifier par rapport au crédit, mais en tout cas, c'est à ce moment-là qu'elle se rend compte que sa vie, c'est pas vraiment, elle est pas heureuse, etc. Et c'est là où elle retombe dans cette phase dépressive. Oui, mais c'est une branche à laquelle elle aurait pu s'accrocher. Mais elle se rend compte tu vois, pour être heureuse, c'est trop difficile. Je pense probablement. D'après ce que je vois à l'écran, ça a l'air d'être, tu vois. Elle se ment, on se rend compte qu'elle se ment à elle-même et qu'elle n'y arrivera pas et qu'elle veut fuir et que ça marchera pas. Et que même si on lui tend la main, elle la prendra pas. Exactement, parce qu'elle rejette tout, effectivement. Tu vois bien l'amour que lui donne son compagnon. Oui. Elle le rejette complètement. Alors que lui, il est vraiment engagé, amoureux, et c'est terrible à voir en fait. Mais ce qui est terrible, c'est surtout de voir le contre-coup le lendemain où elle arrive plus à marcher. Elle est vraiment genre terrassée. Là, dans la dépression là pour le coup. Là, c'est terrassé par la dépression. Il y a une scène qui est quand même hyper parlante, c'est que donc le soir du mariage, donc elle se refuse à son mari.
et donc elle va assouvir son plaisir. Avec le petit stagiaire du patron. Ça Ouais. aurait pu être n'importe quelle kidam. Oui. Elle a besoin à un moment donné elle est dans ses désirs inassouvis qui provoquent de la douleur. Et donc du coup pour faire fi de cette douleur, pour la surpasser, elle a besoin de créer du plaisir, même s'il est momentané, mais même s'il est, vous voyez, Un peu même- bestial, quoi. Enfin, Vous aviez raison, Ouais. c'est bien le soudain. beau-père. C'est bien le beau-père. ouais. La régie confirme. Ah ouais. C'est Ah, ouf. merci, Putain, la j'avais régie. pas compris Ah, ça. putain. Non, Mais en vous- fait, on le voit pas explicitement dans le film. C'est pas dit. Ah ouais. Mais effectivement, c'est ça. Ouais. Et pour le coup, oui, effectivement, l'acteur, son père et fils dans la vraie vie. Et donc c'est un acteur, c'est un des acteurs récurrents dans la filmographie de Lars von Trier. Ouais. Il Avec accompagne Gainsbourg depuis- aussi. Avec Charlotte Avec Charlotte Gainsbourg, c'est un peu plus récent avec Charlotte Gainsbourg, mais effectivement, elle avait Les fait- derniers films, ouais. elle avait fait Antichrist juste avant et après elle avait enchaîné avec Nymphomaniac aussi. Nymphomaniac. Mais elle est bien là. Non Gainsbourg. mais elle est super. Il faut reconnaître, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas Lars von Trier, effectivement c'est un cinéaste qui est extrêmement clivant, mais il y a une chose qu'il faut lui laisser, c'est sa direction d'acteur, qui est quand même exceptionnelle. Alors, en parlant de ça, Kirsten Dunst, elle était terrifiée de l'idée de jouer avec lui parce que les rumeurs et puis les mots de couloir dans les Ouais, tu studios. m'étonnes. Apparemment, c'était un mec qui maltraitait de ouf ses actrices, enfin ses acteurs, notamment ses actrices. Et en fait, elle s'est rendue compte que c'était un mec ultra charmant qui mettait en valeur tout le temps les femmes et qui était toujours Il y a que Björk. bienveillant. Il y a que Björk qui est revenu en fait sur ça, qui a quelques années disait que voilà, il avait été effectivement, il allait trop loin. Mais en fait, il me fait penser dans ses directions d'acteurs à un mec comme Maurice Pialat, qui fait sortir à ses comédiens de ce qu'ils ont de sortir ce qu'ils ont intériorisé en eux et de sublimer ça. Il faut dire punaise, mais les rôles de femmes, enfin, sont exceptionnels quand même chez Lars von Trier. Ouais. Donc là, on parlait des prix, donc Kirsten Dunst qui a eu le prix d'interprétation à Cannes. Avant ça, tu as eu effectivement Charlotte Gainsbourg à Cannes également pour Antichrist. Tu as Björk. bien sûr Björk pour Dancer in the Dark. Enfin, toutes ces comédiennes, à chaque fois, elles ont eu des rôles exceptionnels. Voilà, qu'on aime ou pas Lars von Trier, qu'on peut trouver son cinéma, vous voyez, un petit peu trop, voilà, je sais pas, une exagération visuelle ou des thématiques un peu clivantes ou alors punaise, les comédiens à chaque fois c'est quelque chose. Ouais. Puis là, il y a Charlotte Gainsbourg, je trouve qu'elle est vraiment superbe. Elle est juste. Elle est juste et puis en plus c'est très symétrique en fait son rôle avec Justine. T'as d'un côté Justine ultra dépressive, de l'autre côté Claire qui est un peu le rock, tu vois, la sœur qui la maintient et puis qui la fait vivre son quotidien. Et au fur et à mesure que Mélancolie arrive, c'est ce que je disais, c'est justement Justine qui s'affirme et qui se libère dans la fin du monde, et l'inverse, c'est Claire qui s'effondre. C'est ça. Elle passe de dépression à, on va dire, à la zénitude, à du bouddhisme presque envers la fin du monde, tu vois, et l'autre qui passe du calme olympien à quasiment l'hystérie. Exactement. Alors c'est ce qu'on pourrait appeler, alors c'est un peu pompeux et c'est de mon fait, c'est ce qu'on pourrait appeler la sérénité eschatologique. C'est que l'eschatologie, donc en religion, donc chez Lars von Trier, on parle beaucoup en fait du christianisme, de religion aussi, même si s'en défend, mais il y a des thématiques quand même qui sont assez probantes. C'est face effectivement à la fin des temps, tu as donc soit le mélancolique, le dépressif, qui reste serein, ou tu as l'innocence de l'enfance. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, l'enfant, il ferme les yeux. Il est serein aussi. Il accepte totalement. Il est serein parce que la force de l'enfant, son innocence veut que il est entouré. Donc il se dit, il a pas conscience, tu vois, de ce qui va lui arriver. Et de toute façon, je suis protégé. Il peut rien m'arriver de grave. Parce que on dit Claire a un enfant et à la fin du film, quand c'est la fin, il reste totalement serein à côté de sa mère. Il ferme les yeux et il attend la fin qui arrive, sachant que en fait, sa mère est complètement hystérique, en train de péter un plomb, mais lui... Et que Justine a réussi à le rassurer Exactement. en créant cette cabane magique. Alors que Justine est finalement la plus désemparée au début du film. C'est ça qui est aussi... voilà, c'est ça. Et dans les références, tu vois, donc on parlait... c'est teinté effectivement de romantisme allemand, mais aussi de philosophie allemande. Ça revient, comme soit chez Schopenhauer ou chez Kant, c'est que, en fait, comme chez Schopenhauer, il n'est pas nécessaire d'avoir une connaissance empirique de la fin des temps, qui d'ailleurs est impossible, tu vois, pour l'appréhender bien sûr, sereinement, comme la mort. Exactement, comme le fait Justine, qui elle est dans l'attente. Elle n'est pas confrontée à la mort, elle est constamment dans l'attente de la mort. Enfin, c'est pas vraiment la mort, c'est l'attente de la fin. De la fin de sa peine aussi. De la fin de sa peine, de la fin de la vie, de la fin du monde. Quand tu es dans une mélancolie marquée, comme une dépression,
tu n'es pas en attente de la fin de la vie et de la fin de cette vie, Oui, de la de la fin de ta souffrance. Et en fait, c'est ça que ça caractérise, que dont ce film parle, cette mélancolie en fait, et cette mélancolie à cette planète qui va nous tomber sur la gueule. Enfin, c'est pareil. Le film, c'est peut-être pas une question aussi de moyens. Elle nous présente quoi? Elle nous présente la fin d'un monde, mais la fin de quel monde? La fin d'une civilisation bourgeoise. Tu vois, c'est concentré, c'est circonscrit. Bourgeoisie. C'est ça, c'est circonscrit à cette bourgeoisie. On ne parle pas de ce que... On voit rien d'autre. On serait dans un film américain, on aurait tout de suite breaking news. On verrait des images, tu vois, d'infos, comment le monde, comment New York se casse la figure, comment machin. Voilà. C'est ça. Mais là, non, parce que c'est circonscrit à une civilisation. Mais même pas. Ouais, mais c'est ce que je trouvais. C'est très intime. C'est ce que je disais, c'est ça, c'est le côté intime, vase clos, où tu vois comment les relations sont complètement perturbées à l'approche d'une nouvelle comme ça, quoi. Et comment, moi, le pivot, c'est clairement John qui se suicide, quoi. Qui lui est la. Mais tout ça, c'est la fin. Tout ça, ça reste quand même la fin, parce qu'en fait, quand tu disais, tu vois, comment il s'y prépare, il s'y prépare comment? Dans le déni. Puisque John, c'est John. Putain, je sais pas. C'est John. À part Justine. Non mais à part Justine qui elle ne s'en cache pas puisque elle attend, elle le sait très bien. Voilà, ça va venir. John n'est pas dans le déni. Bah si, parce qu'il est censé être la raison. Il a un doute et en fait la force de la raison, c'est d'accepter le doute. Quand tu es dans la croyance, quand tu es dans la foi, il n'existe pas de doute. Tu ne peux pas avoir le doute. Le doute est annihilé quand tu as la foi. Lui, c'est un homme de science. La force d'être un homme de science, c'est de toujours avoir. Tu te bases sur les faits. Il y a des faits et si les faits ne sont pas avérés, il y a toujours un doute derrière. Oui. Et lui, il dit toujours non mais te méprends pas. Il y a des scientifiques qui disent que c'est ça. Mais il n'est pas dans le déni. Quand tu es dans le déni, c'est quand tu sais que ça va partir en sucette et que tu volontairement dis en fait non, ça va bien aller. Lui, il y croit fermement. Mais la scène qui remet ça justement en contradiction, c'est le jour où effectivement il apprend en fait, elle va pas leur tomber dessus, elle fait c'est bon. Tu vois, je caricature, mais on a eu chaud. Ouais. Et l'autre, et Charles Gainsbourg le regarde, fait. Quoi, t'étais pas sûr? Ouais, c'est ça, t'étais pas sûr. Eh oui, c'est ça, il est pas sûr. C'est, effectivement, alors, c'est peut-être pas du déni, mais effectivement, mais c'est la raison qui est toujours dans cette réflexion de se dire, est-ce qu'il y a toujours cette possibilité ou pas? Mais c'est là où c'est le moment où, il se rend compte qu'en fait, ils sont foutus. Quand il regarde à travers le télescope et il regarde le truc, il lit je sais pas quoi, et là, tu vois dans son regard, il sait que c'est, en fait, c'est mort. Il dit rien, il se barre. Pour protéger. Mais il se suicide, non, il se suicide, c'est ça? Il se suicide, ouais. Mais les hommes sont quand même montrés dans ce film-là. Des lâches. Ouais, voilà, c'est ce que lâche parce que Michael qui quitte sa femme, après elle l'a. À part le marié, en fait. Mais à part le marié, ouais, techniquement. L'autre, oui. Si tu veux, le père de Justine, effectivement. L'autre, il suicide, ça peut être aussi vu comme un acte de lâcheté. Le père de Justine qui ne va pas, qui ne reste pas la nuit pour. Qui part. Ouais. Effectivement, c'est lâche. C'est vrai que l'homme est perçu plutôt comme un lâche. On sent que son père effectivement a été un lâche toute sa vie. Voilà. Aussi bien avec sa relation, donc c'est John Hurt, aussi bien avec sa relation avec Charlotte Rampling qu'avec sa fille. Parce qu'on n'en parle pas de Charlotte Rampling. Non mais l'intervention de Charlotte Rampling, bam, elle te casse le truc. Elle est géniale. Ouais, elle est entière, ouais. Ouais. En gros, c'est la mère divorcée qui est au bout du rouleau, qui a jamais cru au mariage, qui n'a plus foi en rien. Voilà, ni au mariage, ni en l'humanité, ni en personne, tu vois. Et du coup, quand t'es invité à un mariage, elle balance les répliques. C'est le mariage de sa fille quand même, Charlotte. Elle refuse de faire le discours. Donc c'est vrai que pour le coup, c'est un peu glacial l'ambiance en fait, mais après au niveau de l'esthétique du film, moi j'ai adoré quoi, de voir Mélancolia comment elle est représentée en fait, c'est un astre. C'est beau, ça j'ai trouvé beau aussi. Très beau. Oui. Et justement, c'est le fait que... Oui, ça c'est beau. Ça c'est beau. Je crois que l'action, ils ont mis 6 mois, je crois, pour créer l'impact, non? Ah ouais, c'est possible. Bon, ça c'est pas très... forcément, si tu commences à réfléchir de manière cohérente. Normalement, tu peux pas être détruit comme ça par l'impact. Tu meurs bien avant, évidemment. Puisque quand tu as un astre plus gros que la Terre qui arrive pour te détruire, tu meurs des tremblements de terre et des éruptions volcaniques avant, puisqu'il y a l'attraction qui fait. C'est pour ça que je dis que ce film est nul. Incohérent. Incohérent du début à la fin. Toi, tu as un œil scientifique, Mike. Mais je fais partie des rationnels. Mais c'est ça. Alors que nous, on est dans l'émotion. On est dans le poétique. Des rêveurs, d'accord. Généralement, c'est moi, mais je vous laisse la place. On est d'accord que c'est tellement mieux de voir l'astre petit à petit approcher et tout détruire. Évidemment. Et surtout, comme je disais, comme c'est circonscrit à une famille, à un monde qui est donné, tu vois, qui nous est présenté, en fait,
on sait très bien que c'est une métaphore. C'est la fin d'un monde, c'est la fin d'une civilisation, c'est la fin de la dépression, c'est l'achèvement, je disais, du tragique. Et c'est ça qui fait toute la beauté du film. D'accord. Et, non mais Mike, non mais non mais je comprends, mais on le regardera ensemble. D'accord. Mais il faut pas bien habiter chez moi parce que j'ai bien l'impression. Ouais. parce que franchement, on a plein de choses à faire ensemble. Il y a plein de petites scènes qui représentent aussi la détresse complète de l'être humain sur le fait qu'il n'y ait aucune échappatoire à ça, quoi. Quand tu vois à la fin Gainsbourg qui prend la petite voiturette de golf pour partir, genre, mais tu vois ce que tu vas. Et quelle est en sortant de ce film, quelle est la question qu'il faut se poser? Tu vois ce film et tu te dis quelle question tu te poses? Quelle question je me pose? Ouais, en sortant de ce film. La seule question que je me pose, c'est comment ça se fait que Mike n'ait pas apprécié ce film. Tu le vis, tu te poses pas de questions. Non, mais ça te fait relativiser déjà sur ton existence sur Terre, ce qui est essentiel. Sur ce qui est essentiel, sur la fin qui arrive très vite, sur plein de choses. Après, c'est des thèmes qui sont très récurrents dans le post-apo, dans la fin du monde, dans ces choses comme ça, tu vois. Mais là, ce qui est vachement bien, comme dit, c'est cette histoire de vase clos, et tu te rends compte, en fait, c'est aussi une critique des relations dans ta famille, des relations avec tes proches, sur comment tu valorises tes relations par rapport à des choses plus importantes, etc. Voilà, c'est ça comme ça que moi je l'ai ressenti, tu vois. Après, ouais, non, c'est un beau film, quoi, en tout cas. Ouais. Ok. Et Léonore, toi, tu voulais aborder le sujet des références des références à l'art et au romantisme de Lars von Trier. Oui, je trouvais ça intéressant. Parce qu'on sent qu'il aime la période artistique de la Renaissance, du 15e à 16e. Et dans le prologue de Mélancolia, il fait référence au tableau de chasse, on voit de Bruegel, l'ancien. Et il y a la magnifique scène aussi où Justine flotte sur l'eau, encore habillée avec sa robe de mariée. Elle flotte ou elle est à côté de l'eau? Elle flotte. Ah non, il y a encore une scène où elle est sur un rocher. Oui, ça c'est après. Oh, c'est celle-là. Voilà. Même si elle est même si elle est à poil, aucun intérêt. En fait, il a pas aimé parce qu'il a pas suivi le film. Peut-être non. Non, mais je t'aime bien quand même. Le film. Attends, toi, il y a plein de films que tu regardes en 2 fois. Ah bah moi j'ai une pause, j'ai cherché le zoom sur la télécommande, j'ai pas trouvé. Bon, voilà. On a le matériel qu'on mérite. Et en fait, ce tableau, parce que c'est souvent des tableaux qui représentent finalement dans ces plans. Tu vois la copie inspirée du tableau Ophélia de Everett Millet. Je sais pas si tu visualises un peu. Non, Mathieu apparemment. Oui. C'est très floral, c'est de la tragédie de Shakespeare, etc. Où t'as cette femme qui va chanter avant de se noyer. De mourir. De mourir, voilà. C'est très beau. C'est très mélancolique. Et avec des dépressifs autour de cette table. Le tableau de Bruegel, il est repris aussi chez Tarkovsky. Donc il y a une immense influence pour Lars von Trier, dont son film précédent Antichrist lui était dédié. On le voit dans Solaris et on le voit je crois Le Miroir également. Et comme on l'a dit dans Mélancolia, le romantisme nous saute un peu dessus. T'as la contemplation de la nature qui prend une dimension métaphysique, et là on peut penser vraiment à cette scène où elle est sur le rocher, comme tu dis, qui est du domaine du rêve. Moi je suis assez contemplatif comme mec et je me mets pas nu sur un rocher. Moi je la trouve trop canon je profite d'un beau paysage lors d'une randonnée. Là je peux rester 2 heures devant un beau paysage, mais c'est aussi le moment. Ouais. Et moi, si j'avais le cœur de Kirsten Dunst, je te garantis que voilà. Tu te mettrais à poil plus souvent. Je me mettrais à la gravière, là, direct. Oui, et je suis en train de me chercher. Je me mêle à la nature. Je fais un travail d'introspection. Ok. Mais c'est ça. Et comme on l'a expliqué, plus l'issue fatale arrive et plus l'état de dépression et de mélancolie de Justine s'améliore et s'accorde parfaitement avec ce qui l'entoure. Et du coup, quand tu vois cette scène, c'est comme si elle communiait, enfin pour moi, avec la planète. Exactement. Avec la planète. Et du coup, cette scène fait à nouveau penser à d'autres tableaux. Ah bah oui. Pour moi. Donc t'as par exemple L'homme blessé de Gustave Courbet, que l'on retrouve souvent en lien avec le poème du Dormeur du Val de Rimbaud, toujours dans le romantisme, tu vois. Et t'as les diverses représentations aussi de Narcisse. Par exemple, de Nicolas Poussin, où tu as cet homme nu fondu dans la nature, et on peut se poser la question du coup, est-ce que c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, j'avoue, mais est-ce que capillotracté est-ce que finalement est-ce qu'elle se regarderait pas elle-même dans
dans cette planète, dans cette mélancolie. C'est exactement ça. Moi, je pense que C'est exactement ça. T'as tout à fait raison. Yes. Bah oui, mais c'est clairement ça. Bien sûr. Vous avez La regardé mélancolie. le En plus, mais non, la mélancolie, Vous avez c'est un regardé miroir. le film sous substance parce c'est que pour moi, ça qu'elle est nue en plus, c'est de la couleur qu'a Kirsten Dunst, c'est la même Elle que la planète. baigne plus ou moins. là-dedans. C'est vraiment une sorte de Exactement. symbiose esthétique et aussi de réflexion. Et même, on peut même se demander si elle n'est pas possédée aussi un petit peu par la planète. Et j'avais aussi envie de parler, parce que ça me tient à cœur, d'autres films, donc de Lars von Trier, et de son amour, de son intérêt pour Jérôme Bosch, le peintre néerlandais. Ah, Je suis désolée. Vas-y, non, mais vas-y, lâche-toi. T'as raison. Donc lui, c'est Le Jardin des Délices. Oui, voilà. Et en fait, dans Antichrist, donc c'est un film psychologiquement hyper dur et visuellement très cru. On parle quand même de la mort d'un bébé, de mutilation génitale, d'excision. Et malgré tout, il arrive toujours à harmoniser le tout avec des scènes magnifiques posées comme un tableau. On parlait tout à l'heure de la scène de la pluie des oiseaux morts. Dans Antichrist, t'as une scène de pluie, de tic qui tombe sur Willem Dafoe. Donc c'est dégueu, mais en même temps c'est beau. C'est ça qui est c'est poétique, hypnotique. tu vois. C'est ça. Et dans Antichrist, t'as aussi la scène avec les corps enchevêtrés là, dans les bois, et en son centre t'as Charlotte Gainsbourg et Willem Dafoe qui sont en plein coït. Et donc tout ça fait penser effectivement à des tableaux de Bosch. Il y a ce mélange de nature, de fantastique avec le réel, de divin, de diabolique. Et même entre les caractères des deux artistes, t'as des similitudes, puisque Bosch était connu comme créateur de rêves et de cauchemars. Et dans son œuvre, donc le Jardin des Délices, qui est un triptyque avec d'un côté t'as la nature luxuriante avec Adam et Ève qui représente l'Éden. De l'autre à droite, tu as l'enfer avec des monstres, des personnages très caricaturaux, des hommes qui se font torturer, etc. Et les oreilles volantes. Mais oui, mais c'est vraiment très. Il y a un surréaliste, quoi. violoncelle, des oreilles volantes. C'est assez. Excuse-moi, juste 2 secondes. Non, mais c'est. Mike, ce qu'on va faire. Un thermomètre. Mike. Un thermomètre, ça? Oui. Tu mais t'es en fait, jamais intéressé à l'art. Alors, Si, tu sais ce qu'on va faire. Attends. Si, on est allé à Florence ensemble, on a vu plein de... Ça a été laborieux, je sais. Tu sais ce qu'on va faire? Non, Tu sais pas ce qu'on du va tout, faire c'est Je vais génial. te l'offrir. Pour 16 €, ta chaîne nous a fait, en fait, tout Jérôme Bosch, avec toutes les explications, toutes les œuvres. Je vais te l'acheter. Ouais, Tu vas voir, ouais. tu vas halluciner. Et là, quand tu vas voir ça, tu vas te dire, putain, mais j'ai vu ça dans tel film, j'ai vu ça dans tel Ouais. film. C'est incroyable. Je vais te l'offrir. J'ai bah beaucoup oui, de choses à faire avec toi. Et en son centre, t'as des personnages, t'as des hommes et des femmes nus qui représentent le péché et la décadence humaine. Et donc les délires imaginatifs de Bosch ont dû inspirer Lars von Trier, puisque celui-ci représente la laideur du monde qui nous entoure. T'as des délires érotiques dans un contexte biblique. Au milieu, à un moment donné, t'en as un qui plante un bouquet de fleurs dans les fesses de l'autre. Il y a un mec Enfin, qui fait un c'est vraiment- poirier. Ça va très très loin. Voilà, c'est ça. Non mais Mike, non mais Mike, là tu es en train de nous citer ce que tu vois hors contexte. Donc ça a aucun Non, mais intérêt. c'est très, très Parce que- beau, parce- c'est très, parce très qu'il beau. faut se dire que chaque image, chaque dessin a un sens. Donc effectivement, alors si tu prends dans une main la Divine Comédie et dans l'autre la Bible, tu vas voir que c'est hyper intéressant. La Divine Comédie qui était dans Perceau la ville, c'était un livre qu'il avait Belmondo entre les mains. Oui, et c'est de qui la Divine Comédie? De Belmondo. Ah mais non mais on a beaucoup, il y a encore beaucoup de boulot. Mais on va y arriver. En plus à Florence, je t'ai emmené. Et je sais. Il avait une maison là-bas, donc c'est notre ami Dante. Exact. Voilà. Bon bref, on en reparlera. Oui, bon, je fais bref, hein, mais et en fait c'est dans le contexte de la réforme que Bosch, je vous dis, crée ses œuvres et donc le pouvoir de l'Église est remis en question. Et si je parle de ça, c'est parce qu'il y a forcément un lien avec Lars von Trier dans Breaking the Wave par exemple. Et donc Bosch a vécu la période de la guerre des religions où les procès pour sorcellerie en Europe étaient monnaie courante. Et dans les films de Trier, il y a toujours cette fascination qui mêle la nature à la perversité humaine. Et voilà. Et je voulais terminer juste avec le summum de l'esthétisation du mal, mais plus dans le scénario que dans l'image. J'ai vu le film The House That Jack Built. C'est là où je voulais t'emmener en fait. Il y avait des résonances avec ça. Alors, Chiant. j'ai cru, enfin moi c'est à la limite du supportable pour moi. Donc il s'agit d'un serial killer qui s'est mis en tête qu'il était un artiste et que ses œuvres allaient être des chefs-d'œuvre et il va chercher à produire l'œuvre d'art parfaite.
Je sais pas si je peux spoiler ou pas, mais Oui, vas-y, on va pas le traiter. donc en fait, ça. Comment en fait, ça c'est un ingénieur et en fait, son rêve c'était d'être architecte et il veut construire sa maison lui-même. Il construit une maison en bois puis chaque jour il la détruit parce que finalement sa maison parfaite, elle sera faite de corps enchevêtrés qu'il aura buté. Il va tuer une 60aine de personnes et ce sera son chef-d'œuvre final. Enfin, son chef-d'œuvre final c'est encore autre chose parce que tout à la fin il va mourir et ce sera ça le tableau final. Enfin pour moi. C'est un mort. Ouais, c'est ça. Et donc c'est psychologiquement et visuellement horrible et parce qu'en fait enfin, on n'en a pas parlé, mais Lars von Trier utilise la technique de la caméra à l'épaule par le dogme, je sais plus quoi. Alors, on parlera après du dogme 95. 95, Mais voilà. oui, j'en parlerai après si tu veux. Et du coup, ça donne un côté hyper glaçant au film, je trouve, parce que du coup, c'est pris sur le vif et t'as l'impression que c'est comme un docu. Donc tu vois toutes les scènes de meurtre filmées de manière très réaliste et c'est hyper flippant. T'as vu c'est arrivé près de chez vous de Benoît Poulvorde? Alors, c'est arrivé près de chez vous, c'est une bluette à côté de certains films de Lars von Trier. C'est clair. Et en fait, il y a aucune morale. Il tue les enfants. Il va en faire de la taxidermie. Il va créer des poses ignobles. Enfin, c'est horrible. C'est glaçant. C'est hyper brutal. Et j'ai fermé plusieurs fois les yeux. J'ai enlevé mon casque parce qu'en plus, il y a des bruitages dégueux. Et Massacre à la tronçonneuse qu'on a regardé ensemble, franchement, c'est du pipi de chat à côté. C'est vrai. Et tu l'as vu où on peut voir cette horreur où En salle, en DVD, en Blu-ray. Moi, je l'ai vu au cinéma à l'époque. Ah, Et Matt Dillon interprète le psychopathe d'une manière atrocement parfaite. Toi, tu trouves qu'il est chiant ce film? ouais, c'était chiant. Enfin, c'était chiant. Les deux premiers tiers sont relativement bien. J'ai bien aimé. Mais après, c'est au niveau du rythme. En fait, moi, je suis un gars où Il faut du non, rythme. non, mais dès que même. Et t'en as trouvé En fait, chez Mélancolia toi, c'est du souvent un rythme. problème de montage. Hein. En fait, j'ai l'impression que c'est toi qui donne le rythme aussi. Ouais, quoi. c'est plutôt ça. Mélancolia, ouais, le rythme, moi, ne m'a pas gêné parce que si tu veux, c'est une sorte il y a une sorte de fluidité dans la narration et dans les idées, etc. D'accord. Là, effectivement, quand tu écoutes les Eleanor, effectivement, et comme Mathieu l'a dit, Lars von Trier, c'est souvent très marqué au bout d'un moment parce qu'il est dans ses idées et ça va partir du côté de l'art, de Dante, de l'enfer, etc. Si tu, comme Mathieu l'a dit en off aussi, c'est le genre de film où il faut être concentré à 100% dans le propos et suivre ce que le mec te donne. Oui. Si jamais Pas regarder un ça moment- d'un œil, comme on disait. Si tu loupes un moment, si tu lâches, c'est un peu foutu. Ouais. Et du coup, c'est là, moi, à ce moment-là, dernier tiers, j'ai lâché parce que j'ai pas accroché le bon wagon au bon moment. D'accord. Voilà. Ok. Alors, c'est pas le film effectivement de Lars von Trier que je préfère. Je sais pas, tu voulais dire encore quelque chose? Non. C'est de loin pas le film que je préfère de lui, mais par contre, c'est le film, je pense, qui est c'est pas autobiographique, mais c'est celui qui rentre le plus en résonance avec sa personnalité Ouais. et avec son vécu par rapport aussi à comment il a été ces dernières années, comment il a été accepté par la critique ou justement pas accepté ou rejeté, parce que on en parlait en off, mais quand on parle de Mélancolia, inévitablement on parle un petit peu de son accueil au Festival de Cannes, où il a eu des propos, alors on va pas revenir là-dessus, mais il est un peu ambigu sur sur Hitler, sur Speer qui était l'architecte des nazis. Bref, mais en tout cas, ce qui fait que pendant longtemps, il a été de persona non grata à Cannes, et en fait, c'est son rapport avec l'art, son rapport au monde, son rapport à la critique. Il y a un côté très Heidegger là-dedans, hein, tu vois, son Dasein en fait dans son monde à lui. Et ce film, je trouvais qu'il était très évocateur de sa personnalité, de ce qu'il est. C'est pour ça qu'à un moment donné, tu te retrouves avec des plans aussi, tu vois, des images un peu subliminales de Adolf Hitler, ce genre de choses. Ouais. Parce que tout ça, c'est une espèce d'écho, il y a un clin d'œil un peu très ironique, tu vois, parce que le cinéma de Lars von Trier, aussi dépressif soit-il, il y a toujours accompagné un peu d'humour. Alors c'est très souvent de l'humour noir, tu vois, mais histoire de désacraliser un petit peu la chose pour dire ok, reprenez votre souffle. Après c'était un peu hermétique à l'humour noir, ça te redonne pas du souffle, au contraire, ça t'asphyxie complètement. Exactement. Mais il n'empêche que Lars von Trier, même si je n'aime pas tout son cinéma, il faut dire que dans le paysage cinématographique actuel, quel est le cinéaste le plus clivant et en même temps le plus intéressant visuellement de par ses thématiques, à part lui? Souvent, je pense, un cinéaste que j'aime pas, mais je vais le citer quand même, c'est Michael Haneke, qui est un peu qu'on peut mettre un petit peu dans la même cour, c'est-à-dire c'est des cinéastes, on voit leurs films, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, on ne reste pas indifférent. Tu vois, c'est très compliqué d'appréhender leur cinéma. Pour les blagues, je voulais dire Luc Besson. Mais... tu sais quoi? C'est marrant que tu dis ça, parce que tu sais, voilà, merci Lolo. Tu sais pourquoi je pense à Luc Besson? Dis-moi. Luc Besson, président du Festival de Cannes,
c'est lui qui remet quand même la Palme d'Or à Lars von Trier pour Dancer in the Dark et le prix d'interprétation à Björk. Le film le mérite, mais moi je me souviens à l'époque, tout le monde était sur le cul. Parce qu'on s'est dit, Luc Besson, on a tous l'image maintenant, et moi le premier, voilà, Luc Besson, dans le genre cinéma un peu bourrin, un peu bas du front, complètement décérébré, et on oublie, en fait. On est naïf. Bah, on est naïf, mais on oublie que Luc Besson, au début des années 80, il faisait partie de cette nouvelle mouvance avec Benex, et dans laquelle s'inscrit aussi Lars von Trier, du renouveau du cinéma européen qui cassait les codes. Exactement. Tu vois? Quand Luc Besson fait le dernier combat, encore aujourd'hui, je vous le dis, Dernier combat, c'est un très grand film. Subway, c'est un bon film. Après, bon, moi, Luc Besson, bon, voilà, bah, ça fait longtemps que j'ai décroché. Mais c'est pour ça que quand il te remet le prix à Lars von Trier, sur le moment, ça peut paraître surprenant, et après, tu dis, bah non, les gars, ils ont, dans les années 80, voulu casser les codes, sublimer le cinéma européen en étant un peu anticonformiste. Et à Lars von Trier, ça l'a suivi toute sa carrière. Luc Besson, non. Et puis même Luc Besson, tu peux parler de ce qu'il a fait, mais ça reste un homme de cinéma qui connaît tous les codes, qui maîtrise. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui connaît le cinéma. Donc voilà, à partir de là. Oui, non, mais t'as raison. Moi, je suis le premier à décrire le monsieur, mais oui, bien sûr, évidemment, c'est un mec qui connaît son boulot. Oui, au niveau de la technique, au niveau de la réalisation, oui, bien sûr, on est d'accord. De cette digression, de cette petite digression. Mike, Mike, on l'a perdu. De toute façon, dès le départ, il nous a, on a perdu l'animateur. Y a-t-il un animateur dans la salle? Mike nous a dit qu'il aimait pas le film. Il m'a dit, de toute façon, dès le départ, je vais le dire, c'est de la merde. Après, vous en faites ce que vous voulez. Mais laissez-moi tranquille. Est-ce que c'est le meilleur, alors attends, non, c'est pas une bonne question. Si, c'est une bonne question. Est-ce que c'est le meilleur film de Lars von Trier? Eleonore? Le meilleur, comme je disais, le plus doux et le moins violent pour moi. Hein, si vous deviez conseiller un film de Lars von Trier, c'est celui-là, je pense. Ouais. Mais pas à Mike, mais à des gens que vous estimez, vous pensez, qui ont suffisamment de sensibilité pour ça. Mais Breaking the Wave, j'avais bien aimé aussi. Ben voilà, bonne expérience, faire regarder tous les Lars von Trier à Mike et lui laisser faire le classement. Peut-être que Mélancolia serait top 1 du coup. Bah alors, très honnêtement, si tu t'es fait chier en regardant Mélancolia, sans déconner. Alors, si tu regardes Antichrist et tu regardes Dancer in the Dark, enfin, très honnêtement, si tu te fais chier en regardant ces deux films-là, parce que Dancer in the Dark, c'est très éprouvant à regarder, vraiment, c'est très dur à regarder, alors que tu n'auras pas d'image graphiquement violente comme tu peux l'avoir dans Antichrist, tu vois, ou quelque chose qui est un peu de l'ordre de la révulsion. Tu n'as pas ça, tu vois, dans Dancer in the Dark, mais pourtant tu seras pris aux tripes. Pourtant. Mais d'accord. Tu me poseras. Et toi, tu vas voir. Tu vas regarder du Jean-Claude Van Damme et du Lars von Trier dans la même soirée. C'est ajouté sur la liste des devoirs. Ah non, mais moi je prends tout. Soif d'apprendre. Moi. Fais gaffe, parce que tu risques d'avoir un claquage des neurones, mon chéri, avec tout ça. Bah, surtout avec Jean-Claude Van Damme, non? Sois pas dur avec Jean-Claude Van Damme. Je suis d'accord. Tu sais que moi j'aime autant Jean-Claude Van Damme que Lars von Trier. Tu le sais. Bon, non, mais là, je fais un peu mon malin. Non, c'est pas vrai. J'adore Jean-Claude Van Damme, mais Lars von Trier, non. Je peux juste dire un truc. Bien sûr. Tu me couperas après. Non, mais j'avais pas envie de te couper. Si, parce que tu me faisais un signe. Ah non, c'était juste. Eleonore nous parlait ici du romantisme allemand, et en fait, donc elle nous parlait de Wagner. Donc dans le film, on entend en fait, je sais plus, je crois que c'est le prélude de Tristan et Isolde. Ouais, c'est ça. Isolde. Et vous connaissez pas ma passion pour Friedrich Nietzsche. Ah non. Et non, vous connaissez pas. Voilà, je vous ai parlé de beaucoup de choses que j'aime, et j'aime beaucoup aussi Nietzsche. Et Nietzsche, en fait, alors je vais le citer, et il dit, en parlant de Wagner et Tristan et Isolde, alors pour la petite anecdote, il était très proche de Wagner jusqu'au jour où il s'est rendu compte que Wagner était, on va dire, extrêmement nationaliste et belliciste, et Nietzsche s'en est complètement détourné. Aujourd'hui, on a tendance à croire que Nietzsche, récupéré à cause de sa frangine par les nazis, est quelqu'un de nationaliste et belliciste, ce qui n'est pas du tout le cas. Mais il a été proche de Wagner un temps, au début de sa carrière. Il a écrit par la suite Le Crépuscule des idoles et le cas Wagner, qui justement, en fait, ils ont un rôle de contenteur de l'œuvre de Wagner. Bref, le voilà réhabilité. Mais il avait pas besoin de moi pour être réhabilité, parce que ça fait des années qu'on se rend compte que Nietzsche est quelqu'un de très important en philosophie et dans la culture. Bref, je vais juste citer ça.
Je cherche en vain une œuvre qui ait la même dangereuse fascination, la même effrayante et suave infinitude que Tristan et Isolde. Le monde est pauvre pour celui qui n'a jamais été assez malade pour goûter cette volupté de l'enfer. Il parle de Tristan et Isolde. Et pour moi, cette citation s'adapte parfaitement à Mélancolia de Lars von Trier. C'est dans Ecce Homo en 88. Tu pourras le lire. Putain, mais mec, toi t'as des devoirs, mon frère. Mais sans déconner, quand j'ai lu ça, je me suis dit, il parle de Tristan et Isolde de Wagner, et ça s'adapte parfaitement à Mélancolia. Oh, Mike, il en peut plus. Non, mais moi, je t'ai dit, j'adore apprendre. Alors, c'est pour ça que je fais le podcast. Hein. Mais c'est vrai que la musique, moi, je trouve que les choix de Lars von Trier sont très bons en général. T'as donc Richard Wagner pour Mélancolia, Handel. T'as du Furemisch de Rammstein pour Nymphomaniac, t'as Glenn Gould pour The House of Jack Bill, et Deep Purple aussi. T'as du Deep Purple, t'as du T-Rex, du Pete and Lee Jackson pour Breaking the Wave. Cool, là, ça éveille ton intérêt d'un coup. Du Purple. Pourquoi? Il y a du Pink Floyd. Breaking the Waves. Ah ouais, Non, mais il y a pas de Pink Floyd, non. Pas dans celui-là. Non, Breaking the Waves. Mais j'adhère bien à ces choix musicaux, c'est plutôt cool. Alors que, donc, c'est là où je voulais en venir, c'est donc, il parlait le dogme 95. Donc, ce qu'il a mis en place avec Thomas Wittenberg. Donc, le gars disait, donc, il sort de toute sa période européenne, dans son cinéma européen. Donc, en 95, il décide de se dire, voilà, le cinéma, pour se mettre en opposition au cinéma américain, donc, qui est très riche en effets spéciaux, machin, il dit, voilà, le cinéma doit se faire de telle manière. Donc, il a 10 préceptes, hein. Je vais pas tous les énumérer, mais caméra à épaule, tourner en couleur. Il n'y a pas de musique extra-dégétique. S'il y en a, c'est intra-dégétique et c'est tout. Tu tournes sur un plateau, en nature, en naturel, décor naturel. S'il n'y a pas l'accessoire que tu voulais, c'est pas grave. Tu en rajoutes pas un autre, tu prends un autre accessoire. Le réalisateur ne doit pas être crédité. Il n'existe pas. Il s'efface complètement, tu vois, au profit de ce qu'il raconte et surtout de ces personnages qui doivent être mis en avant. Donc tu te dis, punaise, voilà, en couleur, surtout pas d'effets spéciaux, surtout pas de cinéma de genre, donc pas de violence, pas de machin graphique, tu vois, du réel et surtout mettre en avant les personnages. Tu vois, Mélancolia, tu te dis, mec, t'as pas respecté le dogme du tout. Il a respecté qu'une fois, c'est avec Les Idiots. Et il y a Thomas Wittenberg qui est le premier film qui s'inscrit dans le dogme, c'est avec Festen. Si vous n'avez pas vu Festen, voyez Festen, je vous jure, encore maintenant, c'est une claque dans la gueule, c'est du malaise pendant tout le film. Vous avez jamais entendu? Tu l'as vu ce film, non? Je dis youpi. Non, c'est terrifiant. C'est un mec, repas de famille. Ouais. Donc il y a toute la famille, voilà. Et puis le fils se lève et il annonce une nouvelle qui lui concerne lui et son père à toute la famille. Et à partir de là, c'est pour ça que je voyais beaucoup de résonance en fait avec Mélancolia, avec le mariage, avec le Festen de Wittenberg. Ouais. Sauf que Wittenberg, là où il a pas respecté le dogme, voilà, c'est vite fait la petite aparté, c'est que normalement le dogme doit être tourné en 35 mm et Wittenberg a fait le choix de le tourner en vidéo. Voilà. Quelle indignité. Nul. Le salaud. Tu sors, zéro. Tu revois ta copie, chérie. Mais ouais, autant dire qu'ils ont mis en place ce dogme, mais ils l'ont jamais respecté. Un qu'il a respecté, c'est Jean-Marc Barr. Donc Jean-Marc Barr, on parlait de Luc Besson tout à l'heure, qui jouait dans Le Grand Bleu. Et Jean-Marc Barr a fait des films beaucoup. Il a tourné souvent avec Lars von Trier et lui-même a fait des films du dogme. Ah ouais. Voilà. Ok. Vous avez encore des choses à rajouter sur ce magnifique chef-d'œuvre cinématographique de Lars von Trier? Est-ce que tu le regarderas à nouveau? Oui. Et du coup, la question, on a répondu ou pas? Est-ce que l'esthétisation de la fin du monde rend-elle son funeste dénouement plus supportable? Non. Eh ben, je pense pareil. Non, en fait, parce que oui, non, on n'a pas du tout répondu à la question. Et effectivement, mais parce que l'esthétisation en fait ne participe pas à l'acceptation de la fin du monde, puisque ce sont deux choses bien distinctes. L'esthétisation est là pour nous spectateurs. Là, je suis en train d'improviser, hein, t'as vu, je suis en roue libre. L'esthétisation est là pour que nous puissions plus facilement accepter la fin du monde. Mac, il me fait, tu vas en venir où? Parce que quoi de plus beau que de mourir dans un contexte grandiose, tu vois? Je suis du même avis. Sur du Wagner. Ah, ouais, voilà, avec du Wagner, ouais. Bah oui, il faut mieux mourir sur un lit de rose que dans une benne à ordures. Certes.
Voilà. Non. Bien, blablabla. Blablabla. Allez, on va passer à la deuxième partie de cette émission, l'actu. Alors on va demander à Juju de nous rejoindre. On va parler du film Démonique, disponible en VOD, film du réalisateur canadien Neil Blomkamp. Et pas non, c'est pas quoi Blomkamp. Et pas Blomkamp. Non, oh là là. Non. Alors donc avant qu'on parle de Démonique. Bonsoir Julien. Bonsoir Julien. Donc non mais juste un truc. Toi Mike, alors c'est pas une critique, hein, prends pas. Donc tu me disais en off, tu ne connais pas son cinéma, tu n'as jamais vu de film de Neil Blomkamp. Non, c'est ça. Okay. Non mais moi je suis novice page blanche. Parce que tu sais ce qu'il a fait. Un peu partout. Tu connais les films qu'il a fait, t'as regardé? Ah non du tout, mais j'ai déjà pas eu. C'est pas très long, hein. Donc est-ce que District 9 tu l'as vu? Non. Ça te dit rien? Non. Ok. Non. Du coup, Elysium, tu l'as pas vu non? Non, je l'ai. T'es sûr? C'est à voir. District 9, c'est cool. Hein. Ouais. Mais non, mais j'ai vu celui-là, Chapi. c'est déjà pas mal. Chapi. C'est pas grave, celui-là. C'est pas grave. C'est juste pour dire. Il y a pas modelé là. Non, mais District 9. Enfin bref. Bon, mais oui, je vais noter tout ça. Bon alors. Mais Démonique, je l'ai vu déjà. C'est déjà pas mal. Mais, et c'est bien dommage parce que du coup, tu n'as pas une véritable vision du réalisateur. Oh, non. En fait, alors, avant que vous avez tous donné votre avis, je vais vous laisser parler. Je peux, mec? Oui, vas-y, avale ta salive tranquillement, y a pas de problème. Ce que je voulais juste dire, c'est que si on a choisi ce film-là, vous, auditeurs, si vous nous écoutez, vous avez peut-être déjà entendu d'autres critiques sur ce film. Vous savez tous que voilà, ça a été très compliqué à accepter comme film parce que il est mauvais. Hein, je pense que Lolo et Jules ou Mike en parleront. Mais il est intéressant de parler de ce cinéaste parce que mine de rien, Neil Blomkamp quand il débarque avec District 9, comme disait Jules, c'est une bombe. Ouais. On était nombreux. Je pense son autour de premier cette film. Ouais. C'est ça, le premier. C'est son premier long métrage. Le premier qui était bien et après qui après, alors, présageait d'une carrière sympathique et au final c'est un. Là, on n'est peut-être pas tous d'accord sur le sujet. Je laisserai les autres en parler, mais c'est vrai que pour moi, ça c'est simplement mon avis. Hein. Il y a eu ça a été un doux déclin en fait. Mais District 9, ça a été un film. Je me souviens quand il est sorti en 2009, Neil Blomkamp a 30 ans, ça a été une clacasse dans la tronche. Loris, voilà. Ton avis? C'est pour ça que j'aimerais bien intervenir en premier parce que Démonique, je l'ai pas vu et je l'ai pas vu parce que j'ai pas voulu le voir. Pourquoi? Parce que comme ça résonne avec ce que tu dis, moi j'ai vu District 9, c'était franchement un de mes films de SF préférés de loin. Franchement, j'ai adoré ce film. Je l'ai vénéré presque. Elysium, comme tu dis, c'était moins bien. Et là, Chapi aussi un peu moins bien, mais toujours assez divertissant à regarder. Et là, Démonique, j'ai vu les critiques, j'ai regardé des extraits du film. Je voulais pas le voir en fait. J'ai pas envie de voir l'échec de ce gars qui m'a donné District 9. Et en plus, franchement, j'ai pas de temps à perdre à regarder ça. Sérieusement. Non, ouais. Mais je suis impatient d'écouter ce que vous allez dire parce que ça a l'air vraiment nul à chier. Je suis désolé, mais c'est un peu une déception quoi. Et en fait, j'ai super peur parce qu'il est censé faire District 10. Et du coup, tu repars de là avec les critiques qui vont avec. Je sais pas ce que ça va donner. Donc, Julien. Écoute, moi c'est exactement la même chose. Je pense que j'ai découvert le mec comme Lolo sur District 9. Je suis ressorti du cinéma avec la mâchoire ouverte et il m'a jamais. Ouais. Si j'enlève ce que j'ai aimé de la SF, de la base de la SF et de ce qui a été fait, on parle des grands classiques. Hein, on enlève tout ça. Ouais, Blomkamp quand il arrive avec ce film-là, District 9, dans le fond, dans la forme, le film est impeccable. Il est génial. Voilà, il apporte du nouveau, une excellence en termes de SF et d'effets spéciaux que j'avais. Et même avec un fond, jamais vu un truc pareil aussi classe. Avec un vrai fond. Et ouais, non mais derrière en de la plus, société. Absolument, c'est génial. Et puis même il sort le truc, il se détache complètement. Des marqueurs qu'on a, c'est-à-dire on n'est plus dans les grandes villes des États-Unis, dans les choses comme ça, on est à Johannesburg, tu vois, enfin ça c'est vraiment tout, enfin bref, il m'emmène dans un monde totalement différent et j'adhère à 200%. Le casting est exceptionnel, hein. Bon, on n'est pas là pour parler de ces films, mais District 9, il y a de l'intelligence. Alors, il y a j'ai envie de dire qu'il y a comment on appelle ça,
il y a, si tu veux, un effet de chance aussi un petit peu. Les choses s'enchaînent de telle manière, tu vois, entre lui ce qu'il veut faire, Peter Jackson, son projet qui fonctionne pas, voilà, on va pas. C'est vrai qu'il est lié à Peter Jackson en fait. Bah, en fait, à la base, Et il à doit Fran faire autre Walsh. chose. Mais Fran Walsh. Parce qu'à la surtout base, parler de Fran Walsh aussi. Ouais, forcément la femme de Peter Jackson. Mais en fait, c'est voilà, Peter Jackson veut faire un truc. Il a découvert ce mec-là en voyant ses courts métrages, en se disant c'est de la dynamite. Je vais l'utiliser pour faire mon film sur Halo. Pour ceux qui connaissent le jeu vidéo, donc c'était l'adaptation cinématographique. Voilà, bon bref, c'est abandonné, hein, pour X raisons. Trop cher. Ouais, Ouais, trop c'était cher. le budget Puis c'est déjà, surtout à l'époque. qu'à chaque fois qu'on fait un truc sur les jeux vidéo, c'est de la merde. Non, mais juste pour le coup, Neil Blomkamp, à l'époque, quand il débarque, c'est personne. Bah ouais. Donc, faut se dire que District 9, c'est pas qu'il le fait avec des clopinettes, mais il le fait avec pas grand chose. Donc, Halo, à l'époque, on parlait d'un budget entre 150 et 200 millions. Mmh. Tu files Non. 200 millions à un novice. Ah, c'est Même énorme. si tu es parrainé par Fran Walsh et par Peter Jackson, c'est chaud. Ouais, Les studios derrière, ils sont un peu frileux. c'est quoi. sûr, mais le pari que font justement Peter Jackson et sa femme sur ce gars-là en disant bon bah hop c'est toi et avec toi on va faire quelque chose. Bon bah merci encore une fois Peter Jackson pour d'avoir oui, ouvert les yeux là-dessus. C'est l'adoubement sublime. C'est clair de lui avoir donné la C'est possibilité. français ce que j'ai dit de hein faire ça. Français. Je sais pas sûr. Enfin bref, donc le premier film est effectivement quelque chose qui restera un marqueur je pense dans la SF. Ensuite t'as les films suivants, bon Elysium, de toute façon tu le vois, il y a plus de pognon, c'est un triple A, le cast est pas le même. Alors bon, il y a des bonnes choses. C'est un peu plus cousu de fil blanc, mais il y a toujours la patte visuelle Blomkamp, tu vois, on est toujours dans les milieux, il est intelligent parce qu'en fait il vient du milieu il était aussi comment on appelle ça, il faisait des effets spéciaux lui à la base, Ouais. il a fait des études là-dedans et puis donc du coup c'est son taf Et de il est base. surtout reconnu pour ça Et d'ailleurs. il est balèze là-dedans, c'est qu'il arrive, il sait comment il va justement incorporer son effet En spécial. gros, le gars, il peut faire un dessin et montrer à son directeur artistique, je veux un truc du genre. Bah déjà, comme il est beaucoup Il est même plus, capable de le dessiner programmer des- lui-même. Hein. Ouais, Ah oui, non, non, mais c'est le ça. mec, il est vraiment fort. C'est Ouais, ça. ouais. C'est il sait tout de suite ce qu'il va faire et à quoi ça va ressembler. Donc quand Moi, il fait Elysium, j'aime bien. ces trucs, ouais, non, franchement, Elysium, il est encore bien. Alors, toi, je sais C'est un film mineur dans sa filmographie qui ne comporte que 4 films, mais c'est encore un des films que je sauve. Moi, c'est à partir de Chappie. Hein. Ouais. À partir de Chappie, il m'a perdu. Hein. Bon, Là, je serais pas si, non, je serais pas si. On va recentrer le débat sur Démonique du coup. Bref, donc Tu- pour putain, finir, attends, c'est juste un Tu mec. sais pourquoi Ah. Julien, en fait, moi, je serais d'avis pour laisser De- Julien ok. encore poursuivre. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, ça nous empêche de parler de Démonique. En fait, qui j'ai est plus une envie. purge. C'est C'est une clair, j'ai purge. plus envie de parler de lui. Mais en fait, voilà. Alors, pour en revenir à Démonique, bon, on est d'accord sur le lent déclin. On aime un petit peu moins. C'est moins puissant. C'est moins dans le fond surtout que dans la forme. Parce que dans la forme, il est toujours bon, même sur Chappie. Non, franchement, moi, il y a des trucs qui m'ont beaucoup plu dans Chappie, ne serait-ce que tu prends les trucs qui m'ont fait plaisir, c'est d'avoir Sigourney Weaver, c'est d'avoir Hugh Jackman avec un mulette. Bon, déjà, il me fait plaisir. Après, Ah, mais ça, c'est pas de la forme. Pour le- moi, ça, c'est de l'accessoire, tu vois. En fait, c'est l'accessoire qui te permet. Non, mais il si. y a d'autres choses qui m'ont plu, parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi, moi, je suis fan, Le robot. des Diane Vort et ça me fait kiffer de les voir d'autant plus qu'ils jouent leur propre rôle dans le futur, donc tu t'imagines Au que... secours. Bon, peu importe. Et donc on en arrive à Démonique et là bon Démonique tu regardes la bande-annonce et Pitchez-moi, Démonique. C'est quoi en fait? ben en fait Alors là, Démonique, non, mais c'est moi, ça. je m'y Alors, si tu engageais regardes- pas, Si vas-y. tu regardes la bande-annonce, c'est pas compliqué, ce que tu te dis c'est que le gars il va traiter Il y a le invocation film de démons. de non, genre invocation de- possession Voilà. via le côté un peu edgy technologique et une interface numérique. Permet de rentrer dans le cerveau de sa mère qui Non, est. mais ça on s'en fout parce que ça c'est en fait non mais oui c'est ça. C'est Ah non, l'histoire. ah non, et le mec a raison, on Ouais. s'en fout pas. C'est le seul intérêt du film. C'est le seul intérêt. C'est de voir l'intérieur de sa mère. Non, non, c'est l'utilisation. L'utilisation du logiciel pour Non, pouvoir... l'utilisation de la capture volumétrique. D'accord. Oui. Ouais. Non, bah alors. On vous dit tout. Vous savez très bien qu'on vous dit tout. Bah alors oui de toute façon ne regardez pas on va vous le dire. Non, mais je veux dire même pour comment on construit l'émission. Mike et moi cet après-midi on se voit et je dis à Mike putain il y a un truc dans ce film, je sais plus comment ça s'appelle, la manière dont il filme ça, mais c'est le seul intérêt du film. Donc on a passé un quart d'heure à chercher, on trouvait pas sur internet, j'ai dû écouter un autre podcast que je conseille qui s'appelle, j'ai oublié, je vous le dirai plus tard. et à un moment donné, oui, c'est la capture volumétrique et je dis ah bah voilà c'est ça, c'est le seul intérêt du film et qu'ils ont réussi péniblement en fait à exploiter. C'est le fait, c'est Il crée l'avatar. voilà. Ok. En fait, la capture volumétrique. Non mais C'est de la motion Bah moi je suis capture. d'accord parce que alors c'est le postulat
technique du film, c'est-à-dire je vais passer par ce prisme-là pour Mais traiter la possession. Il l'utilise 3 fois. En tout et pour tout, elle est 10 minutes là-dedans. Je te parle même pas visuellement de la gueule du truc, mais j'ai Ouais, l'impression c'est- de jouer aussi, mais en Mais- 1998, c'est une horreur. Mais t'as tout à fait raison. Non, mais je veux T'as dire, tout à c'est fait pas raison. Blomkamp, justement, tu vois, il m'a habitué, en termes au moins techniques, d'avoir quelque chose de visuellement impeccable. Oui, mais Ah, ça non, veut dire que et là- c'était peut-être voulu que ce soit aussi. Ah bah si c'est voulu, je sais pas. Ouais. Non, Ah non, oui, parce alors, que c'est- tu non. peux pas laisser cet esthétisme. Mais Non, ça- non, alors, moi, ça me- tu vois, ça me- tu vois, je fais non avec le doigt. Ouais, Tu vois, Mathieu mais fait je le non vois avec pas le- avec. Je fais non avec le doigt. En fait, mais Julien a tout à fait raison. En fait, non, c'est pas voulu. C'est une technologie qui est balbutiante. On est au début de cette technologie et Blomkamp l'a exploité dans ses courts métrages. Ces courts métrages que vous pouvez voir jusqu'à présent, je crois, sur YouTube, mais maintenant ils sont disponibles depuis début octobre, je crois, depuis le 1er au 2 octobre sur Netflix. Tu parles de quoi là, des terreaux de ses premiers films? Non, alors, je parle pas de ses premiers films. En fait, vous savez que après Chappie, il a une longue période de traversée Ouais, du 7 ans, désert. quoi. Mais en fait, c'est pas une traversée du désert. C'est que le mec a beaucoup œuvré en fait dans la technologie du cinéma, de comment on tourne des films avec des technologies nouvelles. Parallèlement à ça, on attendait tous. Moi, le premier, j'étais hyper hypé par son Alien 5. Mais Ah ouais. Sir Ridley Scott nous Ouais. a dit non, Fuck it. non ouais, Kid, laisse tomber parce que je suis en train de faire autre chose. Ça va être pourri, mais comme c'est moi qui ai la licence, tu m'emmerdes pas. Ouais. Et donc au bout d'un moment, on a eu Blomkamp, il a dit bon bah ok, je laisse tomber. Et c'est pour ça qu'il a créé sa boîte. Alors je suis obligé de regarder parce que je me souviens plus comment ça s'appelle. Haute Studios. Et donc c'est cette boîte là qui produit son film là, Démonique. Monique, ouais. Mais c'est cette même boîte qui lui a permis de développer avec toute son équipe une série de courts-métrages où il y a effectivement Sigourney Weaver Mhm. et d'autres acteurs tu vois, assez connus et qui est disponible maintenant sur Netflix. Et donc, il a, à travers ces courts-métrages, enfin, c'est un laboratoire, en fait, pour lui, tu vois, pour tester de nouvelles technologies. C'est ILM2 quoi. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Alors, j'ai pas vu tous les cours, hein. J'en ai vu 2. Bon. Ça m'a pas transcendé, mais effectivement, à chaque fois, il est dans la recherche, dans une recherche visuelle. Quand c'est sur un format court, ça peut être intéressant. Tu vois. Et effectivement, là, son histoire de, putain, j'arrive pas à m'en souvenir. Qu'est-ce que j'ai dit? Capture volumétrique. Eh ben, il a décidé d'employer cette technique-là, mais pour un long. Donc, autant te dire que quand tu commences à faire un film sans avoir de scénar, Ouais. ni rien, et tu dis, bon, bah, mon film, il va s'articuler autour de cette technologie. Michel, arrête Oui. tout de suite. Ne fais pas ça. Il était déjà, c'est même des films qui ont bien marché, même Elysium ou d'autres. Il s'est basé sur des travaux où c'était plutôt visuel de toute façon avant d'être scénaristique. Tu vois, il avait une vision de certaines choses. En plus, il se fait aider par des pointures Sid Mead, des mecs comme ça qui font des trucs complètement ouf. Mais là-dessus, moi, ce qui m'embête, ok, d'accord, il y a une nouvelle tech. Encore à la limite, ok. J'accepte que, comme il est dans une sorte de projection numérique, ça a cette gueule-là, encore pourquoi pas. Mais si t'as pas d'histoire à vendre avec ce truc-là, Ça et sert en à plus, rien. non, mais si c'est son postulat, comme je disais avant, c'est vraiment le truc qu'il veut utiliser. Mais dans le film, finalement c'est une petite ellipse au début où justement on introduit le lien avec la maman qui est dans le coma. Donc il y a sa mère qui est dans le coma. Qui serait une tueuse de masse. Qui aurait, ouais, elle a assassiné des gens à un moment donné, on te l'explique pas exactement, mais elle a tué des gens assez bizarrement, elle a été internée, et puis ça fait des années que sa fille veut pas en entendre parler, puis d'un seul coup on vient lui dire, elle est dans une clinique, un peu particulière, une clinique privée, et du coup elle est dans le coma, voilà, donc elle y va, et ils lui disent, voilà, il y a un moyen de communiquer avec elle, Pour voir si elle par le souffre biais pas. de cette nouvelle technologie, donc c'est ce qu'elles font, et du coup elle se retrouve dans le subconscient de sa maman, donc toutes les deux endormies, et elle arrive à parler à sa mère. Voilà. Et Il du se passe coup, des trucs. là, elle lui crache son venin en lui disant qu'en fait, elle la déteste, que sa mère a fait que des mauvais choix. Enfin bref. C'est pour ça qu'elle y va d'ailleurs, sinon elle serait pas venue. Mais tout est accepté très facilement, on explique très peu. Enfin, je veux dire, normalement, tu vois, je parle scénaristiquement parlant, ouais, franchement, ça, c'est pas très intéressant. Et comme dit, la représentation graphique dans laquelle elle se trouve, finalement, ça dure pas grand chose. Il y a cette scène où elle s'explique avec sa mère. Il y a une ou deux fois où elle se retrouve un peu dans ce monde-là. Mais il se passe rien. Elle discute juste avec sa mère et on l'utilise pas à un moment donné, ni pour le monstre qui va justement être à l'origine de cette possession. Parle-en du monstre.
Ah putain le monstre, mais c'est pareil, hein, je suis désolé, il a été tellement balèze pour faire des trucs et même complètement numérisés. Et là, moi, la première fois qu'il apparaît, il y a des gens qui disent il est terrifiant. Moi, je le trouve pâteau, il est lourd, il me fait pas peur du tout. Quoi. Il a un bec, non? Et en plus, alors Oui, il y a un bec qui rappelle en fait les becs que tu pourrais trouver Oui, le c'est temps de la le- peste et quand Ah, tu mettais ouais, ce masque. c'est Mais ça. tu trouves pas qu'il y a un, à mon sens, il y avait un souci avec ce monstre, c'est que le monstre est très visible au début du film, très rapidement, Ouais. et après non. bah, si en plus, Alors que le but même dans le cinéma d'épouvante, on va pas revenir, tu vois, dans les origines du film d'épouvante, où tu es un peu dans la suggestion, tu vois, et dans la représentation, mais sans montrer. Mais je veux dire, par là que le monstre, la bête, elle doit être suggérée au départ et montrée au fur et à mesure pour créer la tension. Mais là, elle est extrêmement visible dès le départ. Et après, eh ben voilà, Même le c'est Donc en fait, c'est un film qui maîtrise pas du tout les codes du cinéma, en gros. qui maîtrise pas grand chose. C'est ça qui est inquiétant. À un moment donné, pour te dire, moi j'aurais voulu que le film, je sais pas si t'es d'accord avec moi, Jules, mais qui part en fait un petit peu en sucette, qui se dit allez, ok, on se fait plaise, mais vraiment dans la surenchère. On s'en fout, on va spoiler. Hein. Mais il a des Il y a- occasions de le faire et il le fait pas. Mais c'est ça. En fait, il y a dans le film des mecs donc qui bossent dans cette fameuse clinique, costard, machin et tout ce que tu veux. Il s'avère que ces gars-là, tatoués de partout, c'est des curtons. Ils bossent, ils sont à la solde du Vatican. C'est un groupuscule du Vatican pour choper des démons et pour les trucider. Attends, Donc, ouais, mais- donc ces mecs-là, ils sont taillés badass, tu vois. mais en plus, non, mais c'est genre, c'est le bras armé du Vatican. Ouais, tu c'est vois. ça. Ils ont une croix brûlée, enfin, au fer chaud, Ouais. C'est ça. marquée Ouais. dans le dos. Scarification, tatouage, tout ce que tu veux. Mais moi, et tu sais quoi? Très honnêtement, je suis client. Moi, tu me donnes ça, tu me dis, ok, les curtons, ils vont venir avec mais avec des famas ou je ne sais quoi. Rodriguez Tatoués. réalise ça. Mais je bien suis- sûr. Je suis ok. Vas-y et voilà, t'envoies du lot, t'envoies Mais du oui, pâté, mais ça c'est tire de Rodriguez. partout. Sauf tu sais ce qui se passe? Accroche-toi, mon chéri. C'est que tu vois les gars en train de se préparer, ils mettent leur combi, ils ont leur gun. Séquence suivante, ils sont morts. Tous. Moi, tous, ouais. Tous. Ah, Tu non. sais pas ce qui s'est passé? Ils sont juste possédés. Il y a juste un qui est le prêtre qui est possédé par le. Tu le vois juste après parce qu'il est possédé par. Alors ça, c'est le deuxième en voilà. plus. Ça rejoint ce que disait Mathieu juste avant. Donc, tu vois, tu te dis, effectivement, donc le film, tu t'ennuies hein, profondément, sérieusement. T'as en plus en ce moment, même pour dire récemment, j'ai regardé La Nonne, hein, Ah, qui m'a ouais. profondément ennuyé parce Ouais. que, mais Mais au le moins, monstre est réussi. au moins ça c'est réussi, tu vois. Et il y a un ou deux trucs. Et là, même dans ce film-là, il y a une seule scène qui m'a filé un frisson. Il se passe un truc avec une de ses amies où elle va se retrouver un peu, tu sais, le corps un peu démembré comme ça, puis elle va marcher un peu comme une araignée, un peu bizarrement dans la... C'est le seul moment où je me suis dit, ok, il c'est me le fait un seul- peu peur. Moi, Et c'est le seul moment où j'ai dit ouais, c'est cool. Mais c'est une scène cool, mais on a déjà vu cette scène-là Mais oui, où le truc il se retourne comme ça, il court dans la C'est ça. maison, Ouais. autour. Tu sais, c'est la scène qu'on a vue il y a 40 ans dans l'exorcisme de Friedkin. C'est Ouais, c'est ça. Et qui a été démultipliée à envie. Et qui marche toujours. Et là, elle effectivement, fonctionne. Moi, c'est c'est la- c'est le seul. C'est la seule Ah ouais. scène qui est sympa. Je bah, vous trouve. avez raison, les gars. C'est la seule scène qui fonctionne, effectivement. Et c'est quand même terrible de te dire que Neil Blomkamp, la seule scène qu'il arrive à tourner convenablement, c'est une scène qu'on a vue 1000 fois. Ouais. C'est ça qui est fou. Pour un ça. cinéaste qu'on est tous d'accord autour de cette table, qu'on a porté au nu il y a 10 ans, en se disant, ce mec-là, Génie. c'est l'avenir de la SF, et moi, je suis client, je suis prêt à payer à chaque fois une place pour le mec, il peut me tourner ce qu'il veut, et c'est allé, mais de Mais mal je suis en comme- pis. C'est là que justement je comprends pas. Donc alors, ça, comme dit, en plus il fait monter la tension, comme dit. Tu les vois les mecs, ils sont dans leur vestiaire, en train de s'armer comme des cochons, et C'est tu clair. te dis ok, on va peut-être partir là dans ce qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire des armes super bien faites avec des effets FX vraiment classe. Et tu dis voilà, le monstre, ils vont faire quelque chose, il va se passer quelque chose. Donc il élude complètement, t'arrives, tout le monde est mort. Donc ce qu'on t'a vendu et ce qu'on t'a promis, tu l'auras pas. Et en plus de ça, le monstre, c'est-à-dire l'incarnation du monstre que tu avais de l'esprit, qui ressemblait donc à ce fameux corbeau qui avait un peu une apparence de monstre, et ben il se démerde pour faire en sorte que ce monstre possède un gars, et finalement la menace, c'est un homme normal. C'est un des gars du commando c'est clair. qui a une capuche avec un couteau. Donc en gros, c'est le loupard du coin. Et alors je vais même pas encore parler de la fin et des. Ouais. Ah, c'est un film en gros. franchement, C'est pas à regarder. Juste, faut que moi je veux que quelqu'un m'explique à cette table. Est-ce que vous savez comment c'est possible que ce gars-là, il se produit, d'accord? Donc c'est lui qui est derrière. Il y a personne pour lui dire non, je t'ai donné des lignes, tu fais comme ça. C'est ça. Donc et pourquoi? Comment c'est possible? Ben, alors je pense que c'est notre faute, mais tu as tout à fait raison. Quand le film s'est terminé, c'est la question que je me suis posée.
on peut pas dire que ce soit une question d'argent, de budget. Parce que le mec, quand même, avant de faire District 9, il nous fait des courts-métrages de dingue. Des trucs de dingue, sans déconner. Qui annoncent effectivement District 9. Donc, du coup, c'est pas une question de budget. Moi, je pense que nous, on s'est trompé. On a mis ce mec-là sur un piédestal, on s'est dit ce mec-là est un génie, mais je le pense sincèrement. On peut pas dénier que le District 9, il est merveilleux. Non, mais c'est tout ce qu'il avait en lui, en gros. Oui, mais les gars, on vient de faire quand même le constat que ce mec-là, au final, dans sa globalité, il a pas fait 1000 films, mais il se limite à District 9. Ok, c'est un super film, on est tous d'accord sur cette table, c'est un super film, mais après, c'est que aller de mal en pire. Sans déconner, moi, c'est de factuel, mal, de mal en chapitre. Oui, non, moi, mais non mais j'ai pas envie de relever parce que ça commence à m'agacer. Ce que je veux dire par là, c'est que moi à l'époque quand il nous prépare Alien 5 et je vous jure les gars, moi je suis comme un dingue hein. Je suis fou. Moi Ridley Scott, j'ai envie de le cogner quoi. Je lui dis mais qu'est-ce que tu nous fais chier? Il y a Sigourney Weaver qui donne son aval qui dit moi le gamin je veux tourner avec lui, je veux faire Alien 5 mais moi je n'en peux plus. Vous avez vu les artworks? Ouais, j'ai vu. Ouais, fou. Putain mais moi j'avais une gaule, je n'en pouvais plus. Mais là, maintenant, à l'aune de ce que j'ai vu, je me dis, tant mieux. Non, mais filer ça à un tâcheron, hein, c'est pas... Ça aurait été vraiment pire. Que ce qui nous a pondu derrière. Après, c'est une vision du truc. On va passer. Alors maintenant, je peux... Deuxième sujet. Oui, je propose une critique de Covenant. Maintenant. Ah, c'est chaud. Mais verdict, sinon... Ce que je veux juste dire, en fait, pour clôturer, c'est que en fait, s'il a fait ce film, a priori, c'est parce que, voilà, effet Covid, il a pas pu tourner son projet qui s'appelait, je crois, The Inferno ou un truc comme ça. Voilà. Et donc, qui devait être son gros film. Il a dû mettre ça entre parenthèses. Et du coup, il a fait ça avec sa petite équipe, avec ses moyens, avec, voilà. Donc, moi, allez, je vais être un peu positif, je me dis, gardons espoir. Ouais, bien sûr. Disons que son prochain, mais les gars, je vous jure. District 10. Non, mais alors, tu sais quoi, peu importe que ce soit Inferno ou je ne sais comment il s'appelle ou District 10, on le dit autour de cette table, son prochain film qui sort, on en parlera. Si c'est une bouse intersidérale, Neil Blomkamp, on le raye, n'existe plus. On n'en parle plus, je veux même plus qu'on parle de District 9, on ne parle plus du garçon. C'est triste. Non, ça je peux pas. Je peux pas signer ça. District 9, ça restera District 9. C'était un super move. T'es insensible, toi. Hein. Non, je suis pas insensible, c'est juste que j'ai tellement kiffé et je pourrais le revoir encore en faisant abstraction de ce qu'il a fait ensuite, c'est pas grave. Mais c'est une sorte de Ridley Scott. Mais c'est moi c'est juste Ridley Scott ça m'embête. Finalement. Eh ben tu sais quoi, je suis un peu d'accord avec toi mais la seule différence c'est que Ridley Scott, il a fait 3 chefs-d'œuvre dans sa vie et il les a enchaînés quoi. En 2 ans. Le mec, il fait Les Duellistes, il fait Alien, il fait Blade Runner. Pour moi, c'est le tiercé gagnant. Après ça, bon voilà, c'est un peu plus compliqué. Après ça, il y a eu Gladiator. Oui, mais tu sais quoi, maintenant j'en arrive à me dire que au final peut-être que Tony pardon. Mais je commence à me dire que Tony est peut-être un meilleur cinéaste que Ridley. Oh putain. Eh ben ouais. Faudrait comparer les films, mais. Non mais j'enlève les Duellistes, Alien et Blade Runner. Je commence à me dire, Tony au final, c'est pas déconnant, hein. Eh ben ouais, les gars. Hein. C'est vrai. De toute façon, un jour on parlera de. Putain, Mike, il en peut plus. Là, on fera une fois Tony Scott. On est à combien là? Ça fait longtemps qu'on discute. 1h16. On a le temps. Ah non, mais on a le temps. C'est pas le problème. C'est quoi le problème alors? C'est toi le problème. T'as toujours été toi le problème. Il veut parler de Bebel. Moi, je veux parler de Belmondo. J'ai vu un film de Belmondo, je vais en parler. Ouais, alors surtout, on va parler de Belmondo et le temps qu'on change parce qu'il y a Eleanor qui va nous rejoindre. En fait, dans ta brillante introduction, tu nous disais, bah oui, comme d'hab, parce que franchement, t'es devenu un cadre dans le domaine. Tu nous disais qu'on allait parler de la filmo de Bebel. Alors, on n'est pas capable. J'ai pas dit la filmo, j'ai dit on va rendre un hommage à l'immense carrière de Bebel. Mais c'est ça. Et en fait, on va pas rendre un hommage à l'immense carrière, mais d'une certaine manière quand même, mais à travers un seul film. Parce que évidemment, Bebel, à la différence d'un Jean-Claude qu'on adore et qu'on a pu traiter à travers différents films, Belmondo, c'est quand même une carrière incroyable. Mais avant de faire l'émission, j'ai juste zioté sa filmo. Enfin, c'est un truc de malade, en fait. Je me suis fait mal en doigt en scrollant. Là, vous... Non, mais... Pour aller jusqu'en bas. Et là, il y a 18 films de Belmondo disponibles sur Netflix. Ouais. Et, alors, 18 films, qui est déjà formidable. C'est une goutte d'eau. C'est une goutte d'eau, oui. C'est une goutte d'eau. Mais il faut reconnaître que dans ces 18 films, il y a des très bons films avec Belmondo. Ouais. Les gars, je vais vous laisser continuer sur Belmondo. Je vous fais des bisous. Allez, ciao. Bisous, Julien. Ciao, bonjour Éléonore.
Elle est où, Eleonore? Elle arrive. Elle arrive? Sois pas pressé comme ça. Mais tu sais que moi je suis toujours pressé quand je sais qu'Eleonore va venir. Elle est là? C'est là, Eleonore? Oui, je suis là. Ah, super. Vas-y, Mike. Oui. Du coup, alors Belmondo, Peur sur la ville, qui l'a vu? Bah oui, on l'a vu. Bien. Bah, c'est pour ça qu'on est là. En partie, ouais. Moi, j'ai découvert en fait, je connaissais pas, j'avais pas l'éducation Bébel, machin, j'ai pas vu de film, etc. J'ai découvert un peu Belmondo sur le tard, je le connaissais comme tout Oui. le monde. Bah voilà. Sauf que j'ai découvert aussi ses talents de cascadeur. Oh, Je bah, savais hallucinant. qu'il était, non mais je savais qu'il était cascadeur, Mm. mais je savais pas à quel point il était cascadeur le gars. Ah, ouais. Mais en fait, Jackie Chan, c'est un Mickey à côté de Belmondo. Il risque sa vie, hein. Ouais. Non mais il a fait des trucs, des scènes où il est sur les trains en marche, où Sur le toit, sur les- où il dévale des pentes de gravier sur 150 mètres, où il fait des trucs de malade. Ce mec est cinglé en Ouais. fait. Et justement, c'est presque triste de se rendre compte, tu vois, avec du retard de ses performances, parce que c'est vraiment un des premiers mecs à avoir fait ça et à avoir pris autant de risques. Et c'est fou en fait de voir Ouais. ça. C'est incroyable. Alors, je vous passe très vite la parole, mais je veux juste expliquer pourquoi on a choisi ce film-là. Parce que, pour venir, donc, la filmo de Bébel, c'est exceptionnel. Mais on s'est dit avec Mike, on s'est dit, on va prendre un film qui est assez révélateur, en fait, de la carrière du Bébel populaire. C'est-à-dire celui qu'on imagine, voilà, cascadeur, voilà, un peu, pas en dilettante, mais un peu le prétentieux, un Voilà. petit peu. Ouais, c'est ça, exactement. Et du coup, on s'est dit que Netflix nous proposait Peur sur la ville et que c'était un choix plutôt judicieux. C'est pas son meilleur film, mais c'est un film quand même assez intéressant. Non, mais vraiment les Éléonore cascades. Ah oui, Éléonore. Vas-y, Eleonore, vas-y, dis-nous ton amour pour Belmondo. Alors, j'ai pas vu le film en entier, j'avoue. Je l'ai trouvé assez lent. Non mais Et- Belmondo, Ah, Belmondo, alors, j'ai envie de faire le... C'est le meilleur fouteur de baffe, non? Je crois, non? En gros. Oui, après, c'est vrai que je salue son courage pour les cascades aussi, mais dans Peur sur la ville, je trouve que... Alors, on nous annonce Morricone en fond musical, mais en fait, je trouve qu'il y a quasiment pas eu de musique. Enfin... Ouais, c'est peut-être ce qui donnait un peu moins de dynamisme au film. Mais sinon, j'ai trouvé ça intéressant de revoir la manière dont les acteurs français jouaient, avec leur intonation de voix, assez particulière, et puis surtout leur style vestimentaire. Non, mais moi j'ai adoré ce film. Déjà, bon, les cascades. J'ai adoré l'ambiance des années 70. Ouais, c'est clair. L'aménagement intérieur des maisons, les C'est tellement ça. les pantalons à Ouais, pattes ouais. d'EF, le blouson avec la fourrure à l'intérieur. la clope. La clope. Ah ouais, comme je disais à Mathieu, j'ai jamais vu un film où on fumait autant. Mais il clope tout le temps. Hein, et faire son dialogue avec une cigarette dans la bouche comme ça tout le temps, je sais pas. Elle doit être trempée, la clope. Ah bah, je sais pas, il a la colle ou il sait le Mais faire. tu verrais certaines séries, tu sais, maintenant ils ont tout le temps, quand ils font des séries sur les anciennes époques, ils ont Ah tout oui. le temps la clope et le verre de scotch à la main. Ah non, mais c'était exceptionnel. Il y a des scènes qui m'ont fait tellement, enfin pas rire, mais je veux dire là, quand il arrive dans le bar et il ouvre le truc et il y a des migrants, il y a des migrants qui sont dans le truc, ils payent 30 francs la nuitée à ce mec-là. Il remonte. Mais peu importe, il s'occupe plus des migrants. Son seul objectif, c'est d'avoir des renseignements. On s'en fout de ce qui se passe aux migrants après, il s'en fout. Il prévient même pas un collègue d'un autre service, tu vois. Enfin, il y a rien du tout, Parce quoi. qu'il est pas venu pour ça. Il était pas venu pour Non, ça, ouais. Alors, là, juste revenir déjà sur la clope. Tout le monde fumait. Oui. Ah non, mais bien sûr, tout le monde fume. Non, mais pour te dire que maintenant, un personnage qui fume aujourd'hui, c'est un antagoniste. C'est le méchant. Ouais. Ou alors, c'est quelqu'un qui a un trouble névrotique ou quoi que ce soit. À l'époque, tout le monde fumait. Voilà. La scène dont tu racontes là, au bar, mais moi je la trouve elle est géniale. exceptionnelle. Elle est géniale. L'écriture des dialogues, donc c'est Michel Audiard qui fait les dialogues. On est obligé de rappeler qui est Michel Audiard, je pense pas. Hein. Non. Voilà, ouais, enfin une éminence dans les dialogues du cinéma. Voilà. Bref, le papa de Jacques Audiard. Mm. Et les dialogues sont quand même dingues. Quand il monte la photo, c'est qui lui? C'est qui C'est Jean, le boxeur, c'est qui lui? Bah Jean Gamin. Et c'est qui lui? Ouais, mais ça c'est génial. Et donc du coup, il lui montre la photo d'un suspect. Et voilà. Et c'est qui non, lui? mais c'est super. Franchement, toute cette séquence, elle est vachement bien amenée. Ouais, Ah. vas-y. Ouais. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que dans le film, il y a plein de lacunes au niveau du scénario, il y a des trucs qui vont pas. Mais en même temps, je trouve,
alors pareil, je vous racontais en fait quand on prépare l'émission, mais avec Mike, on a déjà parlé du film ensemble. Et Mike me disait en fait, c'est vrai qu'il y a des séquences de fusillade. Et il rigolait un petit peu, il se moquait un peu des séquences de fusillade, c'est avec les gerbes de sang et machin. Ah ouais, la peinture quoi. Ouais, mais Oui, mais c'est dans les ouais, années budget. Ben Ouais, oui, mais le sang est orange, c'est normal. les gars. J'adore le bruit des balles. t'es- Et puis la tête du pistolet quoi. Mais le film est sorti en Un briquet. 75. Ouais. En 75, c'était très rare déjà de voir des films où tu as des gerbes de sang. Genre, c'est extrêmement rare. Et ce film-là, donc qui est quand même un film populaire qui a très bien marché, je crois qu'il a fait plus de 4 millions d'entrées à l'époque, c'est un film violent. Ces séquences-là sont violentes, tu vois. Il faut se dire que quand vous avez des scènes de fusillade dans les années 70, à part si vous étiez chez Peckinpah ou chez des réalisateurs italiens qui faisaient du western italien, vous n'aviez pas tout ça. Mais Henri Verneuil, donc il faudra qu'on parle tout à l'heure d'Henri Verneuil, quand il fait ce film-là, il se dit voilà, je vais montrer le sang et en même temps, je veux aussi en fait amalgamer différents styles cinématographiques. Donc vous avez un peu de giallo parce qu'on a un peu, c'est le début du giallo, donc le giallo, on en parlera l'année prochaine parce que je veux absolument qu'on parle du giallo parce qu'un de mes cinéastes favoris est Dario Argento et il reprend certains codes du giallo. Vous savez, ce méchant, le psychopathe qui porte des gants, qui à la différence du giallo est extrêmement visible parce que très rapidement on voit qui c'est. Les gants aussi quoi. Mais C'est oui. des moufles. Mais bien sûr. Mais c'est ce que je dis à chaque fois, il faut remettre le film dans son contexte. Je dis Oui. pas que le film est parfait. Non mais, Pas du tout, hein. Pas du tout. Le film n'est pas parfait non, du mais c'est tout. drôle. Mais bien sûr. Mais nous, avec notre regard aujourd'hui, c'est assez drôle. À l'époque, c'est un film qui est extrêmement novateur parce que, et novateur non, pour le film populaire, hein. C'est-à-dire que vous avez du thriller, vous avez du giallo, vous avez de l'action. Donc, quand on parle des cascades, De l'humour. vous avez de l'humour. Oui, il y en a beaucoup. Pour moi, c'était une sorte d'hybride bâtard entre OSS 117 et James Bond. c'est exactement ça, ouais. C'était genre, Oui, c'est, vraiment, mais tu mets les deux trucs dans une boîte et tu secoues et c'est le film qui ressort et c'est assez incroyable. Aujourd'hui, avec ton regard de spectateur 2021, et t'as tout à fait raison, et c'est la remarque que je me suis faite aussi en le revoyant, parce que moi j'avais vu ce film étant gamin, et quand je l'ai revu, je me suis dit, putain, mais, Jean Dujardin, bon, après, il le revendique, hein, qu'il est dans cette filiation de Bébel. Mais ouais, on est clairement là-dedans. Nous, quand on le voit en 2021, on est entre la parodie et quelque chose de un peu plus sérieux, un peu plus grinçant. Et quand ils le font, le film, en 75, là, ils sont pas dans la parodie, hein. Non, c'est clair. Non, mais pas du tout. ouais. Et par contre, les scènes de cascade, il y a rien de parodique. hein. Ah, mais il m'a fait peur, moi, plusieurs fois. Hein. Fou, hein. Ah, vraiment? Non, mais. Je me demande comment il a réussi à tenir aussi longtemps avec des cascades pareilles. Ah ouais, mais il y a une scène quand il descend de l'hélicoptère là, il est attaché, et puis après, je l'ai déjà raconté avant à Mathieu, il rebondit sur la paroi de l'immeuble 2 fois avant de rentrer, de casser la vitre. Et quand il casse la vitre, il est quand même harnaché, il y a un baudré, il y a tout. Il fait juste comme s'il enlevait une veste. Et il était plus attaché au baudré. C'est Bébel, c'est la classe, C'est mon bébé. pote. Après, la vitre se casse et hop, il enlève ça comme une veste et c'est bon. Moi, là où j'ai été surpris, c'est que comme je suis beaucoup sur les réseaux, je suis beaucoup de cinéastes, etc. En fait, c'est l'hommage qui a été donné à Belmondo dans le monde, en fait. Oui. Cinéastes du monde entier. Tarantino, t'as Tout dit le monde, Tarantino, Edgar Wright, oui. plein de gens du cinéma hollywoodien, etc. connaissent Belmondo, reconnaissent ses performances et ont tous salué sa carrière et étaient tristes d'apprendre de sa mort. quoi. Mais évidemment. Mais oui, non, mais on s'en rend peut-être pas compte, mais Tu as tout à fait c'est raison. incroyable. C'est ce qu'on disait tout à l'heure j'ai passé l'après-midi avec Mike, donc on a eu le temps de parler de On s'est Bébel. promené main dans la main dans la forêt. Et on ne parlait que de Belmondo. C'est vrai en plus. Et on se disait, mais putain, c'est vrai, nous, on se rend plus compte de l'impact qu'a eu ce monsieur. Pour nous, il fait partie du paysage en fait culturel cinématographique français. Mais ce type-là a une influence énorme. Il faut se rappeler, donc comme je dis tout à l'heure que j'étais en train de voir à nouveau sa filmo. Donc le gars, quand il commence sa carrière, donc il tourne chez Godard, il fait quand même À bout de souffle, il fait mon film préféré avec un de mes films préférés avec lui, donc Pierrot le Fou. Il fait un Saint-Jean en hiver aussi de Verneuil avec Gamin qui est exceptionnel. Donc des films que ce soit avec Godard ou même avec Truffaut, il va faire un film avec Truffaut, donc inscrit dans la nouvelle vague, donc quelque chose de vraiment très nouveau, très révolutionnaire. Et parallèlement à ça, il va faire ses films avec De Broca. Donc ces films d'aventure très inspirés par l'univers de Hergé, de Tintin, tu vois, il y a Cartouche, il y a les tribulations d'un Chinois en Chine. Ces films-là qui ont inspiré, et c'est revendiqué par Lucas et Spielberg, quand ils font
Indiana Jones. Et quand nous on fait Indiana Jones, bah on a vu quoi? Ouais, on a vu les films de Broca, on a vu les serials bien sûr américains, mais on a vu Bebel. Je te disais tout à l'heure, pourquoi pas le caster pour l'avoir casté pour Indiana Jones. C'est clair. Trop Bah, vieux, après, trop ouais, vieux. ouais. Non, mais il était beaucoup plus Ah vieux. déjà, trop vieux. Oui, en fait. mais je veux pas dire. Attends, Bebel, il est né. Alors que je vérifie parce que je me suis noté, il est né en 30. 30. Donc quand il fait peur sur la ville, il a 45 ans. Indiana Jones, c'est sorti en 81, si je dis pas de Ah bêtises. oui, bon, donc il était déjà trop vieux. Il était trop vieux, Dommage. mais il était pas trop vieux pour les cascades. C'est clair. Hein. Non, mais parce que quand on parle des cascades, c'est vrai que tu disais tout à l'heure qui faisait ça. On a eu par la suite, on a eu un Jackie Chan, tu vois. Et on a eu. Jackie Voilà. Chan. Qu'est-ce que j'ai dit? Jackie Chan. Chang. Jackie Chan. C'est bon, j'ai déjà 3 litres de bière dans le bide. Je peux dire Jackie Chan. Le seul gars qui faisait tout aussi bien ou mieux, c'est Buster Keaton. Donc on est dans le cinéma muet. Donc ces mecs-là, que ce soit... Ah mais Buster Keaton, bon, je pense que pour Belmondo, pour Jackie Chan, c'est la référence, c'est the Master of the Statman. Mais Belmondo, c'est vrai qu'on l'oublie. On oublie que ce mec, il s'est là sur Peur sur la ville, il s'est blessé plusieurs fois. À chaque fois qu'il faisait des films, il se blessait, il faisait des trucs mais inconsidérés. Et le gars, le problème qui lui est arrivé, c'est que au bout d'un moment, la critique l'a abandonné parce que Belmondo, donc je le rappelle, il commence quand même avec la nouvelle vague. Donc la critique est très friande de la nouvelle vague, voilà. Et lui, c'est un peu la vitrine, tu vois, de ce nouveau cinéma, de cette nouvelle façon de jouer. Et à un moment donné, la critique a estimé, à tort évidemment maintenant, qu'il a abandonné le jeu au profit de la cascade. Ah oui, Mais- ok. Bon, Voilà. Jackie Chan, c'est pareil en fait. Oui, sauf que Jackie Chan, quand il fait ses films dans les années 80 ou 90, la critique française en accure, elle s'en fout. C'est clair. À part quelques cinéphages qui vont choper les VHS, tu vois, chez HK Vidéo ou autrement, voilà. Mais tout le monde s'en fout. Sauf que Belmondo, il est passé pour eux de Verneuil, enfin plutôt on va dire de Godard à Truffaut, à Bebel, tac tac badaboum cascade. Et ça, je l'ai bien fait. Quelle imitation. c'est bien. C'était pas mal. Bah, et putain, je me suis entraîné toute l'après-midi. Bon, je suis content que ça vous plaise, hein. Je peux la refaire, mais je suis pas sûr. Non, mais tout ça pour vous dire que, à tort, on a estimé que Bebel n'était plus un comédien. Et c'est pour ça que Bebel, à un moment donné, arrête le cinéma et pour se racheter de nouveau une crédibilité, va faire de la scène. Et tu voulais parler d'Henri Verneuil du coup? Ouais, bah Henri Verneuil, ça fait partie des cinéastes qu'on a oubliés. Ça fait partie des cinéastes qui, même à l'époque, tu vois, étaient pas forcément considérés par la critique. Et par contre, le grand public suivait. Mais aujourd'hui, le grand public, enfin, autour de cette table, avant de voir ce film, Henri Verneuil, Le nom. et vous pouvez pas me citer un film, tu vois. Non, Mais c'est normal. Enfin, c'est pas une tare, hein, c'est normal. Tout le monde s'en fout d'Henri Verneuil, à tort. Donc, je vous disais, il y a Un singe en hiver. Mais vraiment, ce film-là, je vous jure, ça va être génial. Si vous voyez ce film, donc c'est Bebel et Gabin qui pendant tout le film sont bourrés. C'est un film. Je disais à un mec, Jouissif. est-ce qu'on a le droit de dire ça, un film éthylique? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un film éthylique. Mais Comme Drunk avec Matt Smith. ouais, mais alors beaucoup mieux. Oh, ok. Non, parce que Drunk. On en reparlera. On en reparlera un jour de Drunk. J'aime beaucoup c'est un film de Thomas Wittenberg. Non bon, je m'écarte, mais oui, excuse-moi. Excuse-moi, Mike, pardon. Ouais, mais non, il faut voir Un singe en hiver. Putain, j'ai noté, j'ai une mémoire, ma mémoire. Je préférerais qu'on parle de Maggie. Ah oui, on y viendra après. Non, Henri Verneuil, il faut absolument voir. Notez. Vous avez tous de quoi noter? Ouais. Oui. Thomas, tu notes? On a Thomas qui nous écoute, mais il en a à foutre, il dort. Tu dors? Il faut noter donc Un singe en hiver, Oui. Mélodie en sous-sol, avec Gabin et Delon. Je note pas, je réécouterai le podcast. Il faut. Je réécouterai le podcast. Non mais le film suivant, vous le connaissez. Le clan des Siciliens. Oui, bon. Oui, Tout le monde a vu le clan des Siciliens. Enfin, on a Il quand est même. super dedans, Al Pacino. Ah, d'accord. Donc on a Gabin, Delon, Ventura, musique, Ennio Morricone. On peut difficilement faire. Non, mais là pour le coup. Alors, je rejoins. C'était Eleanor qui disait que Ennio Morricone n'était pas extrêmement présent Dans celui-ci. dans celui-ci. Par contre, dans le clan des Siciliens, Oui. enfin, la musique est exceptionnelle. Mais vraiment, alors là. C'est lui aussi qui a fait la musique du professionnel. Oui, bah oui. Oui. Ah ouais. Et bah oui. Bien reconnaissable, effectivement. Bah oui, parce que nous, enfants des années 80, on la connaît à cause de quoi?
D'une pub, non? Royal Canin. Royal Canin. Ah Et ça, c'est terrifiant. C'est terrifiant. Ah merde. Bah Parce oui. qu'ils l'ont enterré sur cette musique. En plus, oui, ils l'ont, Eh ils l'ont. Oh ouais. non. Si, mais c'était émouvant. Moi, je l'ai vu la cérémonie. Ils l'ont Ouais. enterré sur T'as ce tout foutu en l'air, Mathieu, là. Ouais, mais c'est notre faute. Royal en fait. Canin. Ouais, mais c'est ça qui est terrifiant. En fait, Nous, on voyait tous le chien courir. bah ouais, Lassie qui court. Non, Ouais. c'est pas un Lassie, c'était un berger allemand. C'était un berger allemand. Ouais. Peu importe. Ce qu'il y a, c'est que ce qui est terrifiant, c'est qu'on est arrivé à un point où cette musique, qui est quand même une musique mais hyper identifiable dans le Ouais. monde entier, d'Ennio Morricone, qui a été faite pour le professionnel. Ouais. Nous, en France, on voit ça, on fait, putain, c'est la pub de Royal Canin. Ah putain. Mais Ouais. moi, quand j'entends ça, bah voilà, pour moi, c'est un marqueur du déclin de la Tu civilisation. vois Didier Chabat qui court, Alain Chabat. Ah oui, c'est ça. Je sais pas Ah bah oui, bah oui, les nuls l'avaient repris. Non, Bah oui, Didier. bah oui, Non, c'est vrai. Didier. Bah oui. Mais elle est magnifique quand même cette chanson. Cette musique. Cette musique, Cette pardon. musique, Cette, elle est oui, magnifique. Ouais. Ah oui, c'est. elle est Et en magnifique. fait, pour le coup, l'enterrement de Bébel qui part, le cercueil qui part sur Cette musique-là, c'était incroyable. incroyable. En fait. Un incroyable moment. Vraiment, Mais dans le c'était contexte, suspendu. les gens autour, enfin, c'était Ouais. vraiment incroyable. Vraiment. Alors l'année prochaine, on a beaucoup de choses à faire l'année prochaine, mais l'année prochaine, c'est impératif. Hein. Vous n'y achèterez pas. On fera un western italien. Oh oui. Je ne dis pas lequel. Voilà. Un western spaghetti. Le bon, la brute, le truand. Qui a dit ça? Moi. Qui a dit ça? Western spaghetti? Non, c'est interdit. C'est interdit. C'est interdit. Non, bah on n'a pas le droit de dire ça. Qui disait ça? Les Italiens. Non, bah non, clairement pas. Non, clairement. Ce sont les Américains qui ont dit ça justement pour décrier le western qui venait d'Italie, parce qu'ils estimaient que c'était un sous-genre qui n'avait pas lieu d'être. D'accord, ok. Je Voilà. vois, je vois. Donc, Tarantino. Donc nous- non, un western Donc nous qui italien. sommes des cinéphiles, mais avec une expertise mais délicieuse, Pointue, exquise et surtout pointue, moi. nous estimons qu'on n'appellera pas ça le western spaghetti, mais du western italien. Et nous traiterons soit de Sergio Leone, soit de Sergio Corbucci, Soit de Sergio. Solima. Sergio Solima. Bah oui, ce sont les trois Sergio. Leone, Corbucci, Solima. Et voilà. Solima qui est le papa de Solima qui a réalisé quoi? On a parlé la dernière fois qu'on a parlé de Denis Villeneuve qui avait réalisé aide-moi parce que le nom m'échappe. Sicario 2. Ah oui, d'accord. Et donc du coup inévitablement on parlera de Ennio Morricone. Très bien. Donc Ennio Morricone qui est une figure qui est indissociable aussi du cinéma de Verneuil à cette époque avec Belmondo. Bon, bel hommage à Bébel, du coup. On va passer, si vous le voulez bien, à la rubrique des coups de cœur. On n'a pas parlé de Rémi Julienne Dans ton coup de cœur, du coup. qui est mort, qui faisait les cascades aussi. Ah, Rémi Julien est mort. Parce que- ouais, c'est vrai. Non mais juste alors très rapido ça. C'est que en France c'est pareil. Dès qu'on a un mec qui a un peu de talent qui réussit un petit peu, on a tendance à s'en moquer. Longtemps quand on parlait de Rémi Julienne, on se disait voilà, allez cascade à Rémi Julienne, c'était une espèce de gimmick pour rigoler. Voilà. Non mais Rémi Julienne, c'est un mec qui faisait les cascades des James Bond. C'est celui qui oui, fait quand des même. cascades avec Belmondo, tu vois. Donc c'est le mec qui a fait j'exagère mais qui a fait 1000 films. Donc c'est important. Ouais, c'est D'accord. vrai. Merci Mathieu pour ton coup de cœur. Allez, on passe à la rubrique des coups de cœur. Et on commence par Ilona. Allez. On va revenir à Las Van Trier, si vous voulez bien. Oui. Donc pour rester dans une ambiance mêlée de réel et de fantastique, et donc par rapport à sa filmographie, j'avais envie de vous présenter le roman graphique Les filles de Salem de Thomas ouais. Gilbert. Donc l'histoire raconte la déchéance des femmes du village de Salem, dont le prêtre est un ignoble individu doté de peu de morale, qui abuse et jouit de son statut pour accuser des femmes innocentes et qui, lors des inquisitions, va les accuser d'hérésie et de sorcellerie. Cette BD décrit le côté transgressif de l'ordre social avec des personnages amoraux, l'univers est violent, l'humain est décrit comme très cruel, voire démoniaque, et j'ai trouvé que cela faisait résonance à plusieurs films de Las Van Trier, comme, et on les a cités, Breaking the Waves, Nymphomaniac, Antichrist ou The House That Jack Built, par rapport à ces femmes dites innocentes qui vont à l'encontre de l'horreur du monde qui les entoure. Et donc c'est assez brutal, c'est un peu sanglant et c'est pour un public averti. Donc plutôt un public adulte quand même. Voilà. Pourquoi c'est une violence graphique? Oui, aussi. Aussi. Ouais, oui, t'as des visages défigurés, t'as des démons, t'as du sang, voilà, c'est assez sanglant. Avec des sorcières. Avec des sorcières. Récemment est sorti un film que j'ai vu qui s'appelle Les sorcières d'Aquelar. Ah, on en a parlé. Il était au Star Saint-Exupéry à l'affiche, non? On l'a vu ça ensemble, toi, non? Non, Ah non, je l'ai vu mais tout seul. tu l'as vu tout seul. Il est très très bien, de Pablo Agüero.
un très beau film où justement il prend le parti, ce qui est généralement en fait le cas dans les films américains, où il y a une espèce d'ambiguïté dans le cinéma américain quand ils traitent lors de l'Inquisition des sorcières. On se dit, nous spectateurs, on nous prend à partie en disant est-ce qu'elles sont vraiment sorcières, est-ce qu'elles le sont pas? Là dans le film, non. Dès le départ, on dit non, ce sont pas des sorcières. Ce sont des jeunes femmes qui ont décidé de vivre, ainsi de vivre en fait, non pas en marge, mais de s'affirmer en tant que femme dans une époque qui est compliquée. C'est le problème. Et ben elles ont eu tort. Elles ont eu tort, mais voilà, tu vois, dans l'époque donnée, elles ont eu tort. Je le conseille. La fin du film est extrêmement théâtrale, c'est un peu un happening, un petit peu. Oui, on est un peu dans l'happening, mais c'est très très beau. Donc si vous avez l'occasion de voir ce film, Les Sorcières d'Aquelar, film espagnol. Taroko. C'est vrai que je parle trop. Hein. Alors, c'est quoi, Marocco va être très court. Il y a C'est plein de quoi trucs intéressants. je la fais tout de suite. C'est un one shot au fait Oui. Oui, c'est un... Oui, absolument. C'est un one shot. Oui, il y a qu'un seul volume. Il me fait un clin d'œil. Qu'une seule histoire. Je vais dire autre chose. Hein. Pas du tout. Je sais quoi, je la fais tout de suite Marocco. Vas-y, Et comme ça je vous fais pas chier. Elle sera très courte. Ils ont ressorti un film qui s'appelle Sonny Boy. Chez Extra Lucide Film. Sonny Boy, ça fait partie de ces films. Non, je vais être un peu long, je vous emmerde. Sonny Boy. Mike, il en peut plus. Mais pourquoi je m'impose ce mec? Il enlève même le casque, il s'en va. Vas-y, je t'écoute. Non. Alors, vous savez la différence entre un film culte et un classique? Tu me l'as pas déjà dit ça. Ben oui, je vous l'ai déjà dit. Mais parce que le culte marque les esprits alors que le film classique marque le cinéma. Ah, c'est pas mal ça. C'est très beau et ça pourrait être ça. La seule différence, moi j'approuve. La seule chose, c'est qu'en fait, le film culte a été vu par très peu de monde. On a tendance à dire que Star Wars, film culte. Non, c'est pas un film culte, c'est un classique. Même The Big Lebowski que vous avez traité récemment très très bien. On disait que c'est un film culte. C'est pas un film culte. À partir du moment où il a été vu par un très grand nombre et qu'il est rentré dans la pop culture, c'est plus un film culte, c'est devenu un classique. Un film culte, c'est un film qui a été vu par peu de monde et les gens qui l'ont vu, il y a des différences d'appréciation, mais par contre, ils ont tous été marqués par ce film. Sonny Boy en fait partie. Sonny Boy, c'est un film, quand moi j'étais gamin, j'entendais parler de ce film, j'ai jamais eu l'occasion de le voir, et on en parlait beaucoup. On en parlait beaucoup. Dans un cercle un peu fermé, tu vois, de cinéphages, je dis, ah putain, Sonny Boy, ouais, ça déchire. Faut voir Sonny Boy. J'ai jamais eu l'occasion de le voir. Donc il est sorti en 89. Aujourd'hui, je vous apprends, on est en 2021. Et grâce à Extra Lucide Film et à Mad Movies, on peut voir ce film qui est réalisé par Robert Martin Carroll. Il a pas fait beaucoup de films. Hein. Il a fait ce film-là, plus Baby Love en 2000, que j'ai pas vu. Ce film-là a au casting David Carradine. Voilà, donc Kung Fu, Kill Bill, ok, qui joue un transsexuel. On a Paul L. Smith. Génial. Paul L. Smith, donc c'est un monstre, hein, c'est un gars hyper mastoc qui jouait dans Midnight Express d'Alan Parker, qui joue. Oui. Carradine, il est mort. Tu sais comment? Quoi? Oui. Carradine est mort. Oui. What? Il est mort. Il s'est dans une pratique un peu érotique, il s'est étranglé et il est mort. Et c'était quand? Oh putain, je sais plus. Ouais, oui. ta dernière soirée, Mathieu. J'aurais bien voulu, bon, pas déranger avec l'ami Cardine. Non, oui, effectivement, il est mort dans une pratique sexuelle, mais je sais plus. Mais il y a un petit moment quand même. Oui. C'est quelques années après, la régie va vérifier tout de suite et nous dira à la fin de mon coup de cœur. Et au casting, il y a aussi Brad Dourif. Ah ouais, Langue de serpent dans Seigneur des Anneaux. Ah, Lolo, je le savais. Brad Dourif, c'est le genre de gars, tu connais pas son nom, mais tu connais sa gueule. Ouais. C'est les Michael, Ironside, tu vois, tous ces mecs-là qui ont des faciès particuliers. 2009, décès de Carradine. Il avait quel âge du coup? Il est né en 36. Donc 70. Mais à 70 ans, il nous fait des trucs pareils d'adolescent. Bon, il a raison, en même temps, faut se faire plaisir. Donc, l'histoire de ce film. Mike, et je vais aller vite. Non, mais c'est par ta remarque. De dire quoi? que les seniors n'ont pas le droit d'avoir une vie sexuelle. Non, pardon. Ça n'a rien à voir avec la vie sexuelle. Tu sais dans quelles circonstances? Non, moi, tu as raison. Si, tu as raison. Parce que ta remarque était un peu limite, je trouve. C'est vrai, elle était limite? Un peu. Bon, alors, je suis désolé pour tous les sexas et octogénaires ou je ne sais quoi qui pratiquent cette, et qui nous écoutent. Et ils sont nombreux. Mamie? Non, ma grand-mère est morte, donc ça n'a aucun intérêt. Et ils sont tous morts. Alors, je continue. Soyez attentifs. Ouais.
Donc pour vous dire l'histoire, vite fait. Brad Dourif, Langue de serpent sur nos langue de serpent, va dans un motel pour piquer la bagnole d'un couple. Donc il va tuer le couple dans cette voiture, une espèce de décapotable, et il la pique. Il retourne chez lui où il habite avec un couple un petit peu hétéroclite qui est composé par Carradine, et dans cette voiture se trouve un bébé, un nourrisson. Et donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont adopter ce bébé et ils vont en faire un animal, une bête à tuer. Donc à l'âge de 6 ans, ils vont lui couper la langue. Ils vont en fait il va subir 1000 sévices, ce gamin, pour devenir un animal qui sera sur leur coupe, qui leur permettra de commettre des méfaits pour tuer des gens, en sachant que déjà ce couple qui habite dans une espèce de déchetterie a la main mise sur un patelin composé de 500 habitants. Voilà, le shérif, tout le monde est d'accord pour que ce soit eux qui mènent la danse. Donc tu lis ça, tu dis extrêmement glauque. C'est extrêmement glauque. À la différence, c'est que c'est pas Massacre à la tronçonneuse, tu vois, un truc très craspec. Il y a Craspec. Ça fait 2 fois que tu l'utilises ce mot, ça veut dire un peu crado, quoi. Tu connais pas? Non, craspec. On en Il y a un parlera mélange plus. de cracra et d'insectes, quoi. Ah, d'accord. C'est craspec. Ok. Alors, il y aura un glossaire et vous pourrez tous vous y référencer. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, on n'est pas dans Massacre à la tronçonneuse. On n'est pas dans cette esthétique-là, parce qu'au contraire, le film est extrêmement lumineux. La musique est plutôt enjouée. Donc, bizarrement, le film une n'est sorte pas... de Midsommar version bêta, quoi. Oh, bon. si tu veux. C'est pas un truc Si tu veux. Dans Cannibal Holocaust aussi, où t'as une musique tout entraînante. Ouais, comme c'est ça, ouais. Mm. Eh ben, t'as pas tout à fait tort, parce que je pense que ce cinéma transpire un petit peu, dans cette œuvre-là. Je vais pas vous mentir, c'est pas un bon film. Mhm. C'est pas un très bon film, mais c'est vraiment une. Heureusement que c'est ta reco, du coup. En fait, ma reco sur ce coup-là, c'est pas que ce soit un bon film, c'est que je voulais juste dire que des fois, il y a des films qu'on attend. Moi, ça fait partie de ces films-là. Je vais avoir 40 ans, ça fait 25 ans, grosso merdo, que j'attends de voir ce film. Oui. J'entends parler de ce film depuis très longtemps. Je me dis, putain, je veux voir Sonny Boy. Et là, merde, il réédite Sonny Boy. Donc, à mon excitation, parce que on me dit depuis 25 ans, gars, t'es pas prêt, hein. Frère, assis-toi, t'es jamais prêt pour ça. Donc, déception à ce niveau-là, mais il n'empêche qu'il y a quelque chose de très attendrissant à voir ça, parce que malgré tout, la relation entre les différents personnages est très ambiguë, mais en même temps extrêmement troublante. Donc, si vous avez l'occasion de le voir, parce que je peux vous le prêter en DVD si vous voulez, si vous y tenez, mais c'est pas très bon, mais ça fait partie de ces films qui, atypiques des années 80, fin des années 80, qu'il faut voir, que c'est toujours assez intéressant. Et juste un truc, je finis juste là-dessus. T'étais surpris, hein? Non, il a fermé sa gueule. Non. Au final. En fait, ce qui s'est passé, avec ce film-là, pourquoi il est pas si bon que ça, a priori, c'est comme ça qu'ils ont trouvé l'explication, c'est qu'il a été, en fait, produit par, Ovidis Azoridis. Je le dis mal, je connaissais pas ce monsieur. Oui, ouais. Ce monsieur, c'est le même gars qui avait produit Piranha 2, qui a réalisé Piranha 2, James Cameron. Et James Cameron avait dit, il veut plus en entendre parler parce que c'est plus son film. Parce que ce même producteur, quand il a récupéré la copie de James Cameron, comme pour Sonny Boy, il a décrété que c'était de la merde et qu'il allait le remonter lui-même. Donc, on a tous envie de voir Piranha 2, la version Director's Cut qu'on ne verra jamais. Et on voudrait tous voir la version Director's Cut de Sonny Boy. Voilà. Merci Mathieu. Je peux pas faire mieux. Non, effectivement, ne fais pas mieux. Là, tu es au sommet de ton art. Ouais, merci Mathieu. Bon, je vais passer à mon coup de cœur. Moi, je vais rester dans la thématique de l'émotion, puisque Mélancolia, c'est la dépression, la tristesse, l'hystérie, tout ça. Je vais vous parler d'un podcast qui s'appelle Émotion, justement, de Louis Média, donc L-O-U-I-E Média. C'est un podcast bimensuel diffusé un lundi sur 2, tout comme nous d'ailleurs. C'est un podcast que vous devez écouter pour comprendre pourquoi vous ressentez ce que vous ressentez et comment apprendre à vivre avec ces émotions. Genre, il y a les thématiques ce blues qui mine nos dimanches soirs, pourquoi a-t-on peur d'être trahi, l'obstination a-t-elle du bon, la jalousie peut-on
Ouais, peut-on y échapper? La pudeur, doit-on éviter de tout dire? Après 2 heures d'émission, excusez-moi. La pudeur, doit-on éviter de tout dire et de tout montrer aux autres? Pourquoi regarder une œuvre? Mathieu. Enfin bon, il y a plein de thématiques. Vous voulez savoir un peu plus pourquoi vous traversez telle et telle émotion? Ben écoutez ça. Et voilà, je termine. C'est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Et je termine très rapidement. Vous êtes tous au bout. Non mais Mike, il est au bout. Là, mais c'est clair. On va bientôt se coucher, Mike. Je termine très rapidement. J'ai préparé une nuit tranquille là, qui est en train de chauffer. Oui, en plus, recommandation jeux vidéo. Vous voulez un café? Ah oui, je veux bien un café, moi. J'ai cherché une recommandation jeux vidéo avec une thématique fin du monde et planète qui arrive pour tout terminer. Je vais parler rapidement de Zelda Majora's Mask, qui, pour les connaisseurs, est un jeu qui est sorti sur Nintendo 64 en 2000 et qui, en fait, raconte l'histoire en fait de Link. Donc, c'est le héros de la série Zelda qui est très connu. Tu peux rappeler ça justement parce qu'on a tous tendance à faire l'amalgame avec Link et Zelda. Exactement. Zelda, c'est la princesse à sauver. Link, c'est le vrai héros Zelda. Pas toi, parce que t'es une geek. Et du coup, en fait, l'histoire de Majora's Mask, c'est Link qui arrive dans Termina, un monde où tu as 3 jours en fait pour sauver le monde, puisqu'il y a une planète qui va s'écraser sur l'aire de jeu entre guillemets et terminer ta partie. Donc les jours s'égrènent petit à petit. Donc tu as un temps, je crois que c'est peut-être 2 heures ou 3 heures de jeu qui représente un jour. Et t'as en fait donc 3 jours pour finir le jeu, sauf que il y a une petite mécanique un peu intéressante qui est tu peux utiliser un instrument pour revenir à chaque fois au premier jour. Ce qui veut dire que chaque partie, tu apprends un petit peu à connaître le monde, comment il fonctionne, comment les personnages fonctionnent entre eux, etc. Et c'est ce qui te permet à chaque fois, à chaque essai, d'aller un peu plus loin dans ta partie pour réussir finalement à obtenir ce que tu cherches, à sauver le monde en 3 jours. Parce que à la première partie, c'est impossible puisque tu es ignorant en tant que joueur. Et c'est ça qui est vachement intéressant. Donc tu as toujours un peu cette épée de Damoclès qui avance et tu dois jouer avec les mécaniques du jeu pour y arriver. Et c'est un jeu qui a été plébiscité et puis c'était vraiment super bien quand c'est sorti à l'époque. Et tu peux encore y jouer maintenant sur diverses consoles portables de Nintendo et c'est accessible pour pas cher et si vous l'avez pas fait, c'est un classique en fait du jeu d'aventure. C'est un Zelda, donc tout le monde a connu Zelda et ça rejoint clairement la thématique. C'est le Zelda le moins aimé puisque c'est celui qui te met le plus de pression entre guillemets puisque t'as toujours, comme dit, ce temps qui passe et qui t'oblige à aller vite et à réfléchir. Ça te procure un peu de stress et ce qui te sort de ta zone de confort quand tu aimes jouer aux Zelda habituels qui sont pas du tout dans cette zone. Mais Lolo, quand il nous parle de jeux vidéo, il est habité. Hein, mais ouais, moi je n'y connais rien, mais je te jure, je suis là, je bois ses paroles. J'ai envie d'acheter une console. Il y en a une quelque part? Vite. Ah ouais. Alors, et je vais juste dire un truc. Mon coup de cœur en fait, n'en tenez pas compte, parce que je viens en fait de feuilleter rapidement les filles de Salem, le coup de cœur de Eleanor. Putain, j'ai pas vu grand chose, mais à la vache. C'est violent. Ah, mais ça fait, non, mais déjà, alors c'est violent, mais c'est vachement beau, quoi. Oui. Ah oui, ouais. Ah ouais. Donc, non, alors Sonny Boy, vous faites pas chier, c'est pas grave si vous l'avez pas vu. Mais par contre, chopez-vous les filles de Salem, c'est vachement bien. Et ben voilà. Merci Eleonore. Merci Mathieu. Merci Loris. Merci Julien. Il voulait pas me dire merci. Non, j'étais, mais bon, je suis quand même poli, bien éduqué. Merci à vous les auditeurs de nous avoir écoutés. On vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux, enfin pas tous, mais Facebook, Instagram. Et puis on vous invite à vous abonner au podcast sur vos différentes plateformes d'écoute pour être notifié de la sortie d'un nouvel épisode. Et noter et partager ce podcast au plus grand nombre, ça nous fera très plaisir. Et en attendant de se retrouver dans 15 jours, on vous fait belle semaine. Et bon appétit. Bisous. Bisous. Ciao.